Et bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur le live de Tolkien Deal. J'espère que vous allez bien. On va se retrouver ce soir pour parler de cartes. Alors, ce soir on est en compagnie de Simon. Comment ça va Simon? Écoute, ça va un peu tendu, mais ça va. Ouais, j'avoue que même moi en tant que présentatrice, je suis un peu stressée. D'habitude je suis plutôt derrière la caméra, mais ce soir je vais être du coup la petite présentatrice de cette émission. Avec grand plaisir. Donc Simon, pour te contextualiser un petit peu, tu es membre de l'association Tolkien Deal depuis 2017. Bon, je vais l'utiliser, je pense à juste titre, quand même assez passionné par les cartes de l'univers de Tolkien de manière générale. Et notamment, aujourd'hui, tu vas venir nous parler des cartes du Silmarillion. Oui, effectivement, je suis aussi co-responsable de la section essai du site, hein. Et c'est vrai que tu as raison, en fait, ça fait un certain temps maintenant que, que je m'intéresse en fait aux cartes et à la géographie dans les œuvres de J.R. Tolkien. Alors effectivement, ce soir, je voulais vous présenter un peu l'histoire des cartes du Silmarillion. Et donc je pense que c'est un sujet qui peut intéresser donc à la fois les amoureux de ce livre, et je pense qu'ils sont nombreux, donc ceux qui apprécient les textes et les ouvrages de Tolkien, et puis bien sûr ceux qui s'intéressent, comme moi et comme d'autres, donc ceux qui s'intéressent aux cartes et à la géographie. Donc, si tu es d'accord, Arena, je propose que les gens posent des questions au fur et à mesure. Ils n'attendent pas la fin, ça sera plus simple. C'est ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes vos questions au fur et à mesure. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les partager. S'il y a le moindre souci, que vous nous entendez mal, qu'il y a quelque chose qui déconne de votre côté, je compte sur vous pour nous le dire. Comme ça, on rétablit tout de suite et on fait un super live. Voilà. Oui, donc déjà, je voulais te remercier pour la technique. Je voulais aussi remercier Donner Cameron pour l'organisation. Alors, je suis d'autant plus ravi, Arena, que tu sois là parce que donc je sais que tu es une bibliophile passionnée. Donc tu connais tous les ouvrages que je vais présenter. Et je sais aussi que tu t'occupes d'un site dédié aux ouvrages de Tolkien, donc qui s'appelle lescarnetsducomté.fr. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des informations intéressantes sur certains ouvrages, n'hésite pas à m'interrompre. Avec plaisir. Alors, déjà, je voulais un peu contextualiser, effectivement, parler du Silmarillion. Qu'est-ce que le Silmarillion, en bref? Donc déjà, on n'a pas un, mais plusieurs Silmarillions. En fait, il faut se rendre compte qu'en fait, Tolkien a plusieurs fois repris l'histoire du Silmarillion euh, euh, au fur et à mesure du temps. Donc, il existe en fait plusieurs versions des textes, donc notamment l'esquisse de la mythologie écrite en 1926, la Quenta Nodorinois écrite en 1930, la Quenta Silmarillion écrite vers 1937, et la Quenta Silmarillion tardive en phase 1 et phase 2, bon, écrite à des dates diverses. Et par ailleurs, donc, c'est sans compter les diverses annales, en fait, c'est-à-dire des textes écrits sous forme d'annales, pardon, donc que ce soit les annales d'Aman ou les annales grises, par exemple. Et puis il y a des récits qui sont liés donc aux légendes du Silmarillion, notamment par exemple les errances de Húrin. Euh, alors, donc le Silmarillion a été publié à titre posthume en 1977, c'est-à-dire quelques années après la mort de J.R. Tolkien père, hein, et donc il a été publié par son fils Christopher Tolkien, donc qui a été chargé en fait, de réunir tous les textes, hein, et finalement de les fusionner dans un livre unique. Et donc, il a reçu pour cela l'aide de Guy Gabriel Kay, en fait, qui est maintenant connu comme un écrivain de fantasy. Euh, voilà, donc. Alors, qu'est-ce que le Silmarillion, finalement? Bah, c'est un ensemble de légendes du premier âge de la Terre du Milieu. Alors, mais pas uniquement, puisqu'en fait, si on regarde le contenu du livre, on s'aperçoit que la Quenta Silmarillion proprement dite se trouve au centre. Euh, Donc la Quenta Silmarillion, en fait c'est l'histoire de la quête des Silmarils. Et donc on trouve avant ce texte, on trouve deux textes pardon, Lainulin Dale, qui présente un peu la Genèse, euh, enfin qui est une sorte de Genèse mythique proposée par Tolkien, et puis la Valaquenta, donc qui est comment dire, la présentation des puissances de ce monde qui s'appelle les Valar. Et juste derrière la Quenta Silmarillion, on trouve la Calabès, qui n'est rien d'autre que en fait l'histoire du second âge de la Terre du Milieu, donc qui est dominée par l'île de Númenor. Et puis finalement, on trouve un texte
donc il relie les légendes du Silmarillion avec le Seigneur des Anneaux, puisqu'on trouve donc les Anneaux du pouvoir et la fin du Troisième Âge. Donc c'est un texte finalement qui brosse un peu tout le légendaire tolkienien en un seul livre. C'est pas Alors, forcément le plus facile à lire d'ailleurs, mais ouais, s'il exactement. y a des gens dans le chat qui ne l'ont jamais lu, c'est fortement quand même recommandé, même s'il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois pour le finir et bien comprendre ce qui est écrit dedans, mais c'est franchement un livre à lire. Alors, comme je disais, donc la première édition anglaise est sortie en 1977, et puis il y a eu plusieurs éditions françaises, et notamment on a eu 2 traducteurs. Donc le premier traducteur, c'était Pierre Alien, dont la traduction est très décriée, et à juste titre, je pense. Je crois me souvenir qu'il avait, en fait, comment dire, dans un article, je me souviens avoir lu que Pierre Allen avait détesté traduire le Silmarillion. Bon, donc ça c'était voilà, pour une première traduction, un peu bâclée pourrait-on dire. Et puis donc en 2021, on a eu une nouvelle traduction de Daniel Lauzon, qui est un peu enfin, qui est un peu le traducteur, on va dire officiel, mais c'est-à-dire le traducteur, celui qui a traduit un peu tous les textes de Tolkien. Et donc cette traduction elle est sortie voilà, en 2021 aux éditions Bourgois. Honnêtement, je pense que quand tu es traducteur et que tu t'attaques à un livre aussi dense, en nom propre, en information, etc., je suis pas sûre que beaucoup de monde prenne vraiment beaucoup de plaisir à le traduire si tu connais pas un peu l'auteur avant. Oui, c'est vrai. Alors, il faut dire que, enfin, je trouve que Pierre Allen avait fait, enfin, il avait commis des grosses fautes. Par exemple, si je me souviens bien, il avait traduit grave, c'est-à-dire tombe par gravé. Donc, c'est quand même une grosse boulette. Oui, un peu. Voilà. Donc bon. Donc vraiment, en fait, la traduction d'Anne Lauzon a révélé finalement le texte sous son meilleur jour. Et donc, effectivement, je conseille à tout le monde euh, de lire cette nouvelle traduction. Et par ailleurs, donc là, j'ai mis 2 livres, hein. 2 très beaux livres, en fait, le Silmarillion est illustré par Ted Nasmith, donc en haut à droite. Une très belle édition, et puis l'édition du dessous, c'est l'édition actuelle à couverture rigide, là, euh, qui a été publiée en 2021, avec là aussi des très belles illustrations de Ted Nasmith, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est des gros bébés, hein, de toute manière, les deux. Celui-là, 2004. Et en termes de comparatif, si on veut mettre celui qui est sorti beaucoup plus récemment en 2021 à côté. Oh là, il va falloir que j'apprenne à centrer. Bon, il y a une petite différence de taille, etc. Mais bon, c'est 2 gros bébés et 2 beaux bébés en tout cas. Alors, ce qui va m'intéresser plus particulièrement, bah, ce sont les 2 cartes en fait qui se trouvent dans le livre. Donc, il y a une carte du Beleriand et une carte des royaumes des Noldor et des Sindar qui se trouve insérée dans le chapitre 14. Alors, si ce sujet vous intéresse, eh ben, vous pouvez consulter un essai en ligne que j'ai écrit et publié récemment, donc il s'appelle Les cartes du Silmarillion, esquisses et versions publiées. Et donc vous le trouverez à l'adresse ci-dessous, ici, là, sur le site de Tolkien Deal. Et donc vous y trouverez absolument toutes les informations sur les cartes du Silmarillion, à la fois, enfin, à la fois leur histoire et puis tous les détails qui les accompagnent. Alors, la première carte du Silmarillion que je montre ici dans cette image, en fait, a été publiée dans le tome 4 de l'Histoire de la Terre du Milieu, qui s'appelle La formation de la Terre du Milieu, qui a été traduite en français. Je vous montre ici donc la couverture. Donc cette carte en fait a été créée par Tolkien dans les années, on va dire 1926-1930. Et donc cette carte était destinée en fait à accompagner l'esquisse de la mythologie, qui est en gros le premier Silmarillion. Alors, ce qu'on constate en fait sur cette carte, alors un petit détail amusant, c'est que la carte a été tracée sur une copie d'examen de l'université de Leeds. On peut en effet lire en haut à gauche, je ne sais pas si vous voyez là, j'ai fait un agrandissement. On peut lire ne rien écrire dans la marge, do not write on this margin, parce que il est vrai que donc c'est une copie d'examen puisque Tolkien en fait fut pendant un certain temps professeur assistant de langue anglaise à l'université de Leeds de 1920 jusqu'à 1925. Donc il a pu récupérer des copies et faire ses dessins dessus. Alors pour ceux que ça Alors intéresse, c'est une oui, carte qui est trouvable tout au milieu de la dernière édition du coup de la formation de la Terre du Milieu.
Et tout au milieu aussi de la première édition qui est sortie du coup dans les années 2000. Voilà, si ça peut Exact. Alors, il renseigner les faut gens. dire... Ouais, c'est ça, il faut dire que cette carte est publiée dans la formation à la Terre du Milieu en deux parties, nord et sud, donc elle est coupée à moitié. Alors, un autre détail amusant, vous voyez, ce que... Je sais pas si... J'espère que vous le voyez bien, c'est qu'en plein milieu de la carte, là, en vert, on voit écrit Brocéliande. Donc, en fait, ça... Comment dire? En fait, ça illustre le fait qu'à une certaine époque, donc il y a très très longtemps, enfin, il y a vraiment longtemps, en fait, Tolkien, finalement, enfin, il y avait une connexion assez forte, en fait, entre Brocéliande, la Brocéliande qu'on connaît, et puis les légendes qui deviendraient ce qu'on appelle le Silmarillion. Donc ça, c'est quand même un aspect étonnant. Donc évidemment, il faut préciser que Brocéliande est devenu Beleriand, le Beleriand que l'on connaît. Alors, un autre détail qui est très important, c'est la présence de courbes de niveau, de lignes de niveau, c'est-à-dire donc en fait, l'orographie, c'est-à-dire le relief, est représenté sur la carte par des lignes de niveau qui ont été numérotées par Tolkien. On le voit 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc on n'a pas d'altitude qui est associée à ces lignes de niveau, malheureusement. Mais en tout cas, donc euh, c- c'est un fait, comment dire, qui est assez important parce que nous, on a l'image finalement de cartes comment dire, plus facile à lire, enfin, avec des petites montagnes et des petites forêts. Donc, c'est les cartes qui ont été popularisées par Christopher Tolkien. Enfin, j'y reviendrai là-dessus. Mais en tout cas, donc là, c'est une vision qu'on n'a pas souvent, en fait, d'un espace, en fait, d'un espace géographique qui serait matérialisé par des lignes de niveau. Alors, détail aussi très intéressant, en fait, Tolkien a représenté enfin, il a pris soin de distinguer les différents types de couverts forestiers, donc ça c'est assez amusant, lui qui aimait les plantes. Donc on voit par exemple qu'il a représenté les forêts de feuillus par des petits ronds là. Ensuite, il a représenté aussi des forêts de conifères. Il s'est amusé aussi à représenter des forêts mixtes de feuilles de conifères et puis des forêts de sol qu'on appelle les saulaies. Ça fait Alors, vraiment point de vue de cartographe géologique, etc. Parce que j'ai vraiment l'impression de revoir un petit peu les cartes qu'on avait en cours quand on était au collège-lycée, etc. Avec ces espèces de courbes de niveau. C'est assez intéressant quand même comme manière de travailler le sujet et de créer ces cartes, je trouve. oui, en fait, comment dire, à cette époque-là, enfin dans les années 1930, en fait, cette carte servait en fait à évidemment à visualiser donc à la fois les lieux, les personnages, puisqu'on voit qu'il y a des noms de lieux comme Dorias, et puis où on a des noms de personnages. Je vois le chien Ouan, par exemple, etc. Donc ça servait à Tolkien vraiment à matérialiser sur la carte les événements des récits qu'il voulait raconter. Donc je précise que cette carte, en fait, elle est postérieure au Conte perdu, hein. Donc, j'ai pas parlé de comptes perdus puisque en fait, les comptes perdus, c'est un stade vraiment antérieur. euh, c'est un stade très, très, enfin, pas très, mais en tout cas primitif par rapport au récit du Silmarillion. Donc, cette carte arrive après les comptes perdus et elle commence finalement euh, elle accompagne le début de l'histoire du Silmarillion. Alors, euh, donc, en fait, ce qui est assez notable, c'est que cette représentation à courbe de niveau, avec des symboles finalement, comment dire, très euh, codifiés, en fait, ressemble aux cartes que l'on peut trouver, enfin, que l'on pouvait trouver dans la Première Guerre mondiale. Donc, je vous ai mis ici, en fait, deux extraits de cartes que l'on trouve dans le livre du capitaine John Solano, en fait, Signaling, Morse, etc. Donc, qui a été publié à Londres en 1915. En fait, ce livre, c'est le livre dans lequel Tolkien s'est formé à la cartographie ainsi aux transmissions d'aller sur le front. Et donc, on constate effectivement des similitudes assez intéressantes entre la première carte du Silmarillion et puis ces cartes. On voit notamment les petites forêts là, avec les symboles. Bon, les marais, mais ça, c'est un symbole plutôt classique. Et puis on voit que sur cette carte ici en bas, les courbes de niveau ont été représentées enfin, avec des courbes rouges, ce qui était aussi le cas chez Tolkien. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, en fait, ce lien, cette inspiration de la Grande Guerre finalement pour Tolkien, ben, je vous conseille donc d'aller voir le lien que j'ai mis en bas, où je traite ce sujet en détail.
J'ai une question. Oui. Comment est-ce que tu as trouvé du coup ces sources-là? D'où est-ce que tu tiens l'information que c'est sur ce livre-là que Tolkien a fait Alors, oui, alors ses travaux? c'est via John Garth en fait qui a écrit Hmm. un livre qui était consacré à Tolkien pendant la Première Guerre mondiale. Euh, voilà. Et c'est aussi il y a un autre chercheur italien qui s'appelle Orenzo Silli qui a en fait fait la liste de tous les livres que possédait Tolkien et on sait qu'il possédait celui-ci. Donc après évidemment, ce qu'il faut dire c'est que comment dire, les cartes de la Guerre mondiale ont inspiré Tolkien, mais bon, enfin, ont peut-être inspiré Tolkien dans certains aspects de ces cartes, hein, c'est ça qu'on peut dire. Ok. Alors ici, je vous mets, comme la carte était assez confuse, en fait, je me suis amusé à redessiner toute la carte pour qu'elle soit en fait plus colorée, pour en souligner tous les aspects intéressants. Enfin, les aspects intéressants, en tout cas. Donc voilà, donc c'est une carte que vous pouvez retrouver sur DeviantArt dans le lien ci-dessous. Euh, donc, alors une fois qu'on a représenté la première carte comme ça, donc on voit très très bien le relief, notamment la mer, l'océan en bas à gauche, avec cette montée en altitude. Montée en altitude en fait qui culmine finalement avec le Tangoroodrim au nord, et puis aussi le plateau de Tornufwin ou Tornafwin ici. On peut remarquer aussi que le lac Mitrim se trouve dans une cuvette et en fait assez profonde même puisqu'il est à des altitudes négatives. Donc Tolkien a indiqué l'altitude du lac Mitrim par une ligne enfin, d'altitude négative. Donc ça veut vraiment dire que la région du lac Mitrim se trouve au-dessous du niveau de la mer. Alors pendant que je faisais cette carte, donc j'ai eu des petits soucis parce qu'en fait, malheureusement, comment dire, certaines lignes de niveau sont incohérentes. Euh, donc j'ai dû en fait faire des arbitrages. Je pense que en fait, tandis qu'il dessinait la première carte du Silmarillion, en fait Tolkien l'a dessiné par morceaux, ce qui fait qu'il a dû reconnecter de manière arbitraire certaines lignes, ce qui en fait entraîne des problèmes de représentation du relief. Et alors cette idée que la carte a été tracée par morceaux, tu vois, région par région, en fait elle est, enfin, je pense que c'est assez fort parce qu'il y a la présence de Doros des vents. Euh, donc Ouais, là, ici, d'accord. tu vois, sur mon dessin, j'en ai mis qu'une, mais sur le dessin original, il y en a deux. Donc ça veut vraiment dire que Tolkien, il a dessiné progressivement sa carte par morceaux. Donc ça constitue, je ne l'ai pas fait en détail, mais ça constitue une étude à part entière, je pense. Je trouve ça génial que les Alors, premières cartes aient des brocéliande décrites dessus, hein, franchement. ouais, il a beaucoup tergiversé pour le nom, mais ça, c'est normal. Tolkien étant philologue, il s'est beaucoup intéressé aux noms, aux toponymes, etc. Donc il a beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Donc Brocéliande, après, il y a eu d'autres noms, d'autres toponymes jusqu'à arriver à Beleriand. Alors, cette première carte du Silmarillion, en fait, elle est accompagnée de deux extensions Est et Ouest. Donc on voit ici à gauche l'extension Est, euh, et à droite, on voit l'extension Ouest. Alors, ce sont en fait deux reproductions noir et blanc qui ont été publiées dans l'information de la Terre du Milieu. Donc vraiment, elles sont très très pâles et en fait, on- il est probable enfin, que le contraste a été poussé à l'extrême pour faire bien ressortir les lignes. Donc ce qui explique l'aspect un peu difficile à déchiffrer. Donc ces deux cartes, extension Est et Ouest, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une combinaison en fait de lignes de niveau et de hachures pour la représentation des montagnes. Donc c'est particulièrement vrai en fait pour l'extension Ouest. Ah, je me suis trompé. Donc il faut en fait inverser. J'ai inversé Est et Ouest. Bon, c'est pas très grave. Donc On j'ai dira qu'on placé n'a rien l'Est à vu. l'Est et voilà, merci exactement. Euh, donc ces deux cartes sont contemporaines de la première carte et en fait ce qui est quand même assez étonnant c'est que finalement ces cartes-là sont très proches, enfin quand tu assembles les trois cartes en fait, l'ensemble est très proche de la carte qu'on connaît aujourd'hui, de la carte publiée dans le Silmarillion de 1977. Donc c'est ça qui est assez étonnant et même dans le quadrillage, euh, tout est resté à peu près en l'état. Alors je me suis là aussi amusé
en fait, à redessiner l'extension est pour faire apparaître un peu tous les petits détails qui sont quand même difficilement visibles. Donc ici, en fait, on distingue relativement bien ce qu'on appelle l'Océriande. Alors l'Océriande, c'est la région des 7 rivières, rivières qui coulent depuis les montagnes bleues. Voilà, après en rouge, donc il y a les noms des personnages. Donc par exemple, Damrod et Diriel, c'est simplement en fait les anciens, enfin les noms primitifs de Amrod et Amras, qui sont les plus jeunes des 7 fils de Fëanor. Euh, voilà, autre détail amusant, c'est que tu vois tout à droite des montagnes bleues, euh, en fait, il y a The Great Lands, en fait, les grandes terres. Et Mhm. donc, à l'époque, évidemment, à l'époque, l'Eriador n'existait pas du tout, forcément, puisque le Seigneur des Anneaux est vraiment postérieur Ouais. à ces cartes-là. Donc, à l'époque, tout ce qui était à l'est des montagnes bleues bah, était appelé les grandes terres. Et on peut signaler aussi que donc, bon, la côte a été dessinée, donc il y a l'océan. euh, mais en fait, comment dire, la baie de Ballar n'existe pas encore non plus. Donc il faut attendre la carte suivante hein, pour la voir apparaître. Et est-ce que tu l'as recolorée aussi, celle-là? La carte S qui est en fait la Et non, carte ouest? Non? Ah. non, celle-là, alors je ne l'ai pas coloriée pour une raison finalement assez pragmatique, c'est que il n'y avait pas de ligne de niveau sur la totalité de l'espace cartographié. Donc du coup, je suis relativement embêté, tu vois, pour redessiner la carte. En fait, les montagnes étant représentées en chevron, euh, tu vois, et donc c'est plus compliqué à représenter, ou en tout cas à bien représenter. Donc celle-ci, non. En plus, elle est relativement claire, donc celle-là, non, je me suis pas amusé à la refaire. Il faut dire que l'extension Est, elle est vraiment très peu claire, donc c'était aussi pour des questions de lisibilité, hein. Et ce Après, serait quand pas même, quelque chose que tu Oui. voudrais faire éventuellement? Essayer de voir si tu trouves plus d'informations pour la compléter ou pour... Bah, malheureusement, je pense que pour cette carte-là, malheureusement, il n'y aura pas plus d'informations. Alors, ce qui est vrai, par contre, tu m'y fais penser, c'est que la version originale de la carte n'a pas été publiée. C'est-à-dire que ce sont ici des reproductions données par Christopher Tolkien dans l'histoire de la Terre du Milieu, mais la carte originale, on ne l'a pas. Donc, il est possible, effectivement, dans un futur, voilà, que la carte originale soit publiée. Ah, ça Et peut être peut-être que des intéressant détails ça. nouveaux apparaîtront, oui, c'est possible, hein. Mm. Alors, on en vient maintenant donc à la deuxième carte du Silmarillion que je vous montre ici, hein. Donc c'est une très très belle carte. Alors ici je vous montre justement la carte originale dessinée de la même de Tolkien. Cette carte en fait a été commencée au cours des années 30 et puis elle a été amendée par Tolkien jusque quasiment dans les années 70, donc peu de temps avant son décès. Donc ça fait vraiment une grande période de temps. Et donc cette carte en fait a été montrée pour la toute première fois. Avant, on l'avait jamais vue, donc elle a été montrée pour la toute première fois dans l'exposition de la Bodleian, euh, qui a eu lieu en 2018, et elle a aussi été montrée, donc si je dis pas de bêtises, à la BNF lors de l'exposition de Tolkien euh, fin 2019, début 2020, me semble-t-il, hein. Elle serait pas dans le catalogue, du coup? Si, si, bah, bien sûr. Alors, elle figure dans le catalogue de Catherine McIlwain, là, Tolkien Maker of Middle-earth, qui a été traduit en français aussi, d'ailleurs. Ouais, mais est-ce que elle serait pas dans le catalogue de la BNF? Ça me parle, je pense qu'elle doit y être, mais... Oui, tu vois, j'ai un. Ouais, je sais plus finalement. Je mériterais de Si, vérifier quand même. Mm. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est dans le catalogue de Catherine McIlwain qu'on a eu pour la première fois donc l'original de cette carte, en fait, cette deuxième carte du Silmarillion. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à la première carte, tu vois, on a abandon des lignes de niveau. On a cette représentation finalement très fantasy avec des petites montagnes, un petit moutonnement de forêt. Donc c'est une représentation qui est devenue très très classique en fantasy et justement popularisée par Christopher Tolkien. J'y reviendrai, euh, mais donc on a ce style en fait qui est très proche de la carte de la contrée sauvage du Hobbit. Euh, donc le Hobbit qui a été écrit, je rappelle, en 1937, enfin pardon, publié en 1937. Donc finalement. Euh,
à la même période. Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est la dernière carte comment dire, des légendes du Silmarillion, du Beleriand dessinée par Tolkien lui-même. Il n'y en a pas eu d'autres après, donc c'est vraiment la dernière. Et c'est cette carte, en fait, dont Christopher s'est inspiré pour dessiner la carte qu'on connaît bien, qui a été publiée dans le Silmarillion. Et moi, ce que je remarque, c'est que maintenant, on a enfin le Beleriand comme on le connaît. T'as bon, t'as peut-être pas essayé, mais est-ce qu'il y a un point, il doit forcément y en avoir un, mais un point commun étymologique entre Brocéliande et Beleriand de fait, qui explique ce changement? Alors écoute, c'est une bonne question. Alors je suis pas au fait de l'onomastique. Euh, alors je crois me souvenir que Beleriand, c'est lié à Valar, mais voilà, je me souviens plus exactement le lien. On va regarder. Yes, à creuser. Voilà, donc en fait, pour la publication dans l'histoire de la Terre du Milieu, donc Christopher Tolkien a reproduit, il a redessiné la deuxième carte. Donc c'est ce que je vous montre ici en fait. Vous voyez cette carte en noir et blanc, donc c'est vraiment la reproduction par Christopher Tolkien. Et donc on voit que la deuxième carte a été soigneusement reproduite par Christopher pour la série de livres donc de l'histoire de la Terre du Milieu. Alors à ce propos, donc, il écrit ainsi dans La Route perdue, cinquième tome de l'histoire de la Terre du Milieu. Donc j'ai tout mis en œuvre pour en faire une copie aussi fidèle à l'original que possible, mais je ne garantis pas la correspondance exacte de chaque arbre. Euh, donc ici, c'est peut-être l'occasion en fait de louer la grande humilité de Christopher Tolkien qui a produit un travail cartographique, alors dans l'ensemble, hein, qui a produit un travail cartographique remarquable, magnifique, avec toujours un lettrage impeccable. Donc il s'est toujours mis derrière son père. Euh, mais il a vraiment produit une très très belle cartographie. Euh, donc voilà. Euh, donc ce que je voulais dire, c'est que, alors du coup, dans l'histoire de la Terre du Milieu, cette carte-là était publiée, mais en quatre cadrans nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. Je vais en parler juste tout de suite. Donc en fait, cette carte, elle réapparaît plusieurs fois dans l'histoire de la Terre du Milieu. Donc je voulais évoquer euh, ce point en détail. Donc, donc comme je disais, en fait, à partir de la deuxième carte du Silmarillion, Christopher Tolkien a produit finalement une version noir et blanc de la carte, donc qui a été publiée dans La Route perdue. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a reproduit la carte, mais dans l'état où elle existait dans les années 30. Et donc, il a reproduit, comme je disais, un cadran par page, donc de la page 408 à la page 411. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il n'a pas reproduit tous les détails, tous les toponymes de la deuxième carte. Ensuite, euh, dans un- un volume suivant de l'histoire de la Terre du Milieu qui s'appelle The War of the Jewels, le tome 11, qui est non traduit à l'heure actuelle, en fait, il a une nouvelle fois reproduit la deuxième carte du Silmarillion, mais cette fois-ci dans l'état où elle figurait lors de la phase de rédaction de la Quenta Silmarillion tardive, c'est-à-dire dans les années 1958-1960. Et donc là aussi, il a reproduit les quatre cadrans de la carte, c'est-à-dire les quatre quarts. Euh, voilà, page 182-185. Merci. Donc par ailleurs, euh, en fait, il se trouve que Tolkien a fait des photocopies de sa deuxième carte. Alors il a fait des photocopies en 1970. Donc la photocopie du cadran, comment dire, les informations de la photocopie du cadran sud-est ont été directement intégrées dans la carte sud-est du volume 11 de l'histoire de la Terre du Milieu. Par contre, la photocopie du cadran nord-est a fait l'objet d'une carte séparée, c'est-à-dire que en fait, Christopher a reproduit le cadran nord-est avec les ajouts de Tolkien tardifs euh, donc qu'il avait dessiné en 1970. Donc je vais en parler plus en détail.
Donc on n'a pas l'original de la photocopie, par contre on a la reproduction. Donc en 1970, en fait, Tolkien se replonge dans l'histoire de Maeglin. Donc pour rappel, hein, Maeglin c'est le traître en fait à Gondolin, c'est celui par qui le malheur arrive dans cette cité des elfes qui est cachée. Bon, donc du coup, page 331 là, du volume 11, on a cette reproduction noir et blanc par Christopher Tolkien avec donc enfin, comment dire, tous les ajouts de Tolkien qui ont été reproduits. Alors ici, c'est pas très clair, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, pour la discussion, enfin pour améliorer la compréhension, donc j'ai refait une carte en couleur. Et donc, je vous montre ici sur cette carte, en fait, en violet, donc ce sont tous les ajouts de 1970 par Tolkien. Donc, on en voit un certain nombre, et notamment la question des chemins, la question des routes en Beleriand, et notamment dans le Beleriand Est. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la carte actuelle du Silmarillion ne contient pas grand-chose dans cette région. Quand on regarde la carte actuelle du Silmarillion, on voit un espace vide. Et donc, en fait, cette photocopie là, du cadran nord-est amène des éléments de réflexion ou des nouveaux éléments, puisqu'on constate l'existence d'un certain nombre de routes. Euh, donc, on a par exemple euh, donc la route nord des nains, donc ici en vert. Donc, on voit qu'il y a une route en fait comment dire, qui mène en fait des royaumes elfiques de Doriath euh, et de Éole en Anelmos, en fait, qui mène jusqu'en Targelion. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a au nord euh, un, un petit gué, c'est-à-dire qui est le gué du nord, en opposition avec le gué qui se trouve plus au sud et qui est le gué qu'on connaît bien, qui s'appelle le Sarnatrad. Donc ce gué est appelé le grand gué. euh, et il se trouve beaucoup plus au sud. Il se trouve juste au-dessus en fait des chutes du Gélion. Donc c'est-à-dire qu'à cet endroit de la carte, le Gélion forme des grandes chutes, et on peut supposer que le gué de Cernatrat se trouve juste au nord. Ensuite, on a aussi une route en fait des nains, tout à fait, enfin, hypothétique, c'est-à-dire que en fait Christopher suppose qu'il pouvait, enfin, en tout cas discute l'existence de cette route dans l'histoire de la Terre du Milieu, et donc qui mènerait de Ménégros, c'est-à-dire le royaume de Singol et Melian, aux cités naines de Bélégost et Nogrod, et donc qui passerait par Sarnatrad. Et puis on a une troisième route là qui part de Nanelmos, donc qui est donc en fait comment dire, la région forestière régie par l'elfe sombre Éole. Donc cette route en fait mène euh, jusqu'aux cités naines de Bélégost et Nogrod parce que en fait Éole faisait grand commerce avec les nains. Donc ce qui veut dire que tu vois, en fait, comment dire, enfin, il y a plein d'éléments qui montrent qu'il existerait des routes en Beleriand Est. Et par ailleurs, donc, il y a des modifications tout à fait intéressantes des toponymes, notamment le Kelon, euh, donc en fait, qui se trouverait, s'appelait le Limir. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Je pense que je pourrais Euh, pas faire mieux. oui, enfin, j'en profite pour dire. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il se trouve que il y a des modifications tardives, ou en tout cas des souhaits tardifs de Tolkien qui n'ont pas été pris en compte par Christopher dans la carte du Silmarillion. Donc il y a certains toponymes euh, qu'on connaît bien qui en fait auraient été différents. Tu vois, si Tolkien avait dessiné la carte. Je suis en train de truander toutes mes questions. Et tu sais si c'est le genre de carte qui a aussi été exposée lors de, que ce soit à la Bodleian ou ce genre de choses, ou c'est vraiment des cartes qui sont uniquement reproduites dans les livres? Oui, c'est ça. C'est des cartes qui sont uniquement reproduites. On n'a pas les originaux. On Hmm, peut imaginer que la photocopie est peut-être très abîmée ou en tout cas très fragile, et donc elle n'a pas été montrée. d'accord. Alors justement, donc venons-en à des ajouts
tardifs sur la deuxième carte, donc qui sont datés de 1971 par Christopher Tolkien. Alors, on a un premier ajout qui se trouve au nord de la carte. Et en fait, comment dire, Tolkien suggère d'appeler Dor Daedelos, euh, c'est-à-dire finalement la plaine qui se trouve entre le Tangorodrim et Tornufuin. Il suggère qu'en fait cette plaine s'appelle Dor na Daerakas. Alors bon, je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, ici, tu vois, il y a un changement, on va dire, de nom. Donc nous, on connaît très bien Dor Daedelos, mais en fait, pour Tolkien, c'était pas son dernier mot. Il aurait peut-être préféré l'appeler Dorna Daerakas. Alors pareil, en bas de la page, en bas de la deuxième carte, pardon, du coup, il a, comment dire, il a écrit un petit commentaire. Donc il a écrit donc ces noms de rivières ont besoin d'une révision pour pour pouvoir avoir une étymologie intéressante. Donc pour lui, le Kellon devrait être bon. Bon, alors on a vu qu'il y avait le changement avec le Limir, mais surtout, donc il dit que le Gélion devrait s'appeler Dwindaer. Donc ça, tu vois, c'est un détail, je trouve, enfin, intéressant, puisque donc le Sirion et le Gélion, ce sont les deux fleuves principaux du Beleriand, euh, qui sont bien connus, et donc en fait, le Gélion aurait dû s'appeler Dwindaer. Ok, j'aurais besoin d'encore un expert étymologique pour m'expliquer la subtilité. Oui, ça, effectivement, c'est des questions un peu difficiles sur lesquelles j'ai pas forcément travaillé en détail. Non, en même temps, c'est un peu pour être tatillon, mais ça me rend curieuse de savoir pourquoi un choix et pas un autre, du coup. Puisque visiblement, c'est ce qui est écrit. These river names need revision to etymological words. Donc, bon, ça donne envie de pousser un peu quand même. Alors j'en viens à un sujet qui est très intéressant, en fait, c'est la connexion entre la carte du Silmarillion et celle du Seigneur des Anneaux. Donc, je pense qu'on est nombreux, en fait, à s'être posé la question. euh, en fait, après avoir lu le Silmarillion et avoir regardé les cartes, hein, eh ben, que, en fait, comment dire, les deux cartes, en fait, contenaient les montagnes bleues. Donc, en fait, la carte du Silmarillion contient sur son côté est les montagnes bleues, et la carte du Seigneur des Anneaux contient sur son côté ouest les montagnes bleues. Donc ça veut dire que potentiellement, on a une connexion entre les deux régions géographiques. Alors c'est tout à fait normal, hein, puisque dans les légendes, en fait, le Beleriand a été englouti à la fin du Premier Âge. euh, et donc il ne reste plus finalement donc au Troisième Âge, il ne reste plus que des côtes, à la place du Beleriand. Donc ce qui est tout à fait intéressant, c'est que grâce en fait aux cartes originales, donc notamment la deuxième carte du Silmarillion que je vous ai montré, et puis la première carte du Seigneur des Anneaux, donc qui a été créée vers 1937, eh ben, on peut essayer de faire correspondre, tu vois, carreau par carreau, on peut essayer de faire une correspondance très rigoureuse. Hmm. Donc c'est ce que j'ai fait. Est-ce que tu l'as fait en Euh, couleur? alors ici, donc, ouais, alors oui, alors c'est pas tout en couleur, donc ce qui est en noir et blanc, en fait, c'est la reproduction de la deuxième carte du Silmarillion par Christopher Tolkien. Et ce qu'on voit en bleu et rouge, eh ben, c'est les lignes en fait des reliefs et des côtes de la première carte du Seigneur des Anneaux. Donc j'ai mis les côtes en bleu ici de la première carte du Seigneur des Anneaux, et les lignes de montagne, enfin de relief, je les ai mises en rouge. Donc en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a un excellent accord entre les deux, hein. Et c'est un accord donc du coup qui n'est absolument pas fortuit. C'est-à-dire que Tolkien a dû euh, en fait, lorsqu'il a créé la première carte du Seigneur des Anneaux, il a dû s'inspirer, c'est très très probable, mais il a dû s'inspirer de sa deuxième carte du Silmarillion. Puisqu'en fait, donc par exemple, donc l'exemple le plus connu, c'est l'île de Imring. Euh, Hmm. donc en fait, tu vois la colline de Imring, qui était une forteresse elfe. Ouais. Donc, après la submersion du Beleriand, elle devient une île, donc qui est l'île de Imring. Donc on voit qu'il y a une parfaite correspondance des deux, hein, entre l'île et la colline. Donc pareil, en fait, on a une excellente correspondance entre le plateau de Tornafwine et sa forêt, et l'île de Tornafwine aussi.
Et donc on pourrait multiplier les exemples. Alors ce qu'on voit, c'est que donc en fait, ce qu'on voit, oui, c'est que en fait le golfe de Loon, en fait, c'est formé ici, donc entre les rivières Dwilwen et Briltor. Bon, c'est un détail, mais en tout cas, donc finalement, tu vois cette parfaite correspondance, en fait, nous permet de repérer sur la carte du Silmarillion des détails, euh, en tout cas des lieux qui existent sur la carte du Silmarillion. Alors, donc, ce que je présente ici, c'est pas tout à fait nouveau. Donc, ça avait été déjà fait par notre camarade Didier Willis, hein. Donc, dans son article Du Beleriand aux confins de Rune, collage et reconstruction cartographique, donc qui a été publié dans le volume 2 du Façonnement de monde. Euh, donc, en fait, c'est une démarche qui avait déjà été entreprise par Didier. Donc, là, c'est juste une reprise, mais un peu plus détaillée. Finalement. Alors, donc pour ceux qui s'intéressent à la cartographie, je conseille vraiment la lecture de ce livre, hein. Donc La qui est un carte, ans. c'est toi qui as fait les contours, elle vient pas du façonnement d'un monde. Oui, c'est ça. Donc j'ai Ouais. refait tout le travail en fait. Et donc moi, ce qui m'a étonné, c'était qu'il y a une correspondance très étroite en fait, même entre les carreaux. C'est-à-dire que la carte du Silmarillion, les carreaux font 50 miles de côté. Dans la carte du Seigneur des Anneaux, la première carte, les carrés font 100 miles de côté. En fait, tu peux parfaitement les superposer. Hmm. Donc les carrés se superposent eux-mêmes, enfin, se superposent parfaitement. Donc ce qui permet en fait d'avoir une correspondance extrêmement serrée, étroite, entre les reliefs de la carte du Seigneur des Anneaux et les éléments du Silmarillion. Oui, donc au moins ça te permet d'avoir des données qui sont quand même pas, enfin, très proches en termes de fiabilité. Oui, c'est ça. En fait, comment dire, ce travail, je sais, enfin, je pense que Didier, il pouvait pas le faire à l'époque parce qu'il n'avait pas les documents originaux, Mm. euh, me semble-t-il. Puisque ici, donc, je me suis servi de la carte originale, oui, oui, c'est ça, du document original de la première carte. C'est ça, du Saint-Zano. Et bon, oui, je me suis servi de la, de la deuxième carte du Silmarillion aussi. Ouais, donc oui, effectivement, à l'époque c'était plus Donc des compliqué. documents originaux, ouais, Mm. exactement. Donc j'ai refait le travail de manière un peu plus précise, on va dire, un peu plus précise. Voilà, alors du coup, le côté très amusant, c'est que maintenant on peut repérer sur la carte bien connue du Seigneur des Anneaux, en fait, des lieux du Silmarillion. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Alors je précise tout de suite hein, que ici, donc, c'est en fait la carte de l'ouest de la Terre du Milieu à la fin du Troisième Âge, qui a été publiée dans Contes et légendes inachevées en 1980. Et en fait, cette carte n'est pas la première carte du Seigneur des Anneaux, c'est pas la même chose, enfin c'est pas la même carte, puisque en fait, euh, donc, le Seigneur des Anneaux a été publié en 1954-1955, donc il était accompagné d'une carte qui n'est pas celle-ci. Donc cette carte qu'on connaît bien, puisqu'en fait elle est maintenant elle est dans toutes les éditions récentes du Seigneur des Anneaux. Et bien en fait cette carte a été redessinée par Christopher Tolkien. Il a redessiné sa carte déjà publiée en 1954-1955. Euh, Ok, donc ça c'était juste une petite parenthèse. Mais tu vois, ce qu'on peut faire, c'est repérer des lieux du Silmarillion sur la carte, et on s'aperçoit que par exemple le petit creux des montagnes, en fait, au nord de la chaîne des montagnes bleues, eh ben, c'était finalement le lieu où se trouvait le lac Elevorn. Donc pareil, au large en fait du Fort Lindon, là, on trouve l'île d'Imring. Bon, ça c'est non, c'est plus classique. Mais par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que la côte en fait du Fort Lindon Nord, là, eh ben, elle suit le tracé du Petit Guélion. Oui, Alors, autre détail amusant, le petit pic solitaire, est-ce que tu vois ma souris d'ailleurs, Arena? oui, 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 je la vois. Ah ben Enfin, je pense que super, tout le live le voit, donc c'est parfait. génial. Donc tu vois, le petit pic solitaire, en fait, peut être assimilé au mont Dolmed. C'est-à-dire que le mont Dolmed de la carte du Silmarillion, bah, Mhm. il est ici. Euh, alors pareil, on peut repérer les cités naines de Belegost et Nogrod, qui devraient se trouver ici et là. Donc là, c'est moins clair. Bon. Euh, Après, on peut aussi situer Amon Ereb, c'est-à-dire
la, la dernière colline où se sont réfugiés les fils de Fëanor. Ouais. Donc elle pourrait se trouver là. Par ailleurs, donc le fleuve qui se trouve en Fort Lyndon pourrait être un peu le tracé enfin pourrait suivre le tracé du Gallion. Bon, pas tout à fait, mais quasi. Et puis donc très intéressant. Donc, tout au sud, en Harlingen, on a donc il subsisterait, tu vois, il subsisterait sur la carte du Seigneur des Anneaux l'île de Tol Galen, donc qui est très importante puisque c'est l'île dans laquelle vécurent Belen et Luthien, et on sait l'importance en fait de ces deux personnages pour Tolkien. Donc tu vois, on peut essayer de resituer euh, cette île de Tol Galen qui se trouverait quelque part ici en Harlingen. En pleine forêt. Ouais, c'est ça, exactement. Exact. Donc voilà, et sachant qu'en plus, comment dire, pour Tolkien, en fait, l'ouest de la Terre du Milieu, c'était vraiment un ouest enchanté. Donc ça veut dire que finalement, la présence de Tol Galen vient confirmer cette idée ou cette hypothèse d'un ouest de la Terre du Milieu enchanté. Tu vois, c'était enchanté dans le sens béni par la présence de Belen et Luthien. C'est ça que je veux dire. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc voilà pour cette connexion. Alors, donc Christopher Tolkien a produit ou il a dessiné des cartes du Silmarillion avant l'apparition en 1977. Alors ça, c'est un travail qu'on doit à Laurence Lebourg, en fait, d'avoir retrouvé et analysé ces cartes. Euh, donc, les informations que je donne ici, en fait, vous pouvez les retrouver dans l'ouvrage Les Mondes de Christopher Tolkien, hommage pour son centenaire, donc, qui est un ouvrage collectif dirigé par Vincent Ferré et publié en 2024. Donc, dans lequel on retrouve l'article de Laurence Lebourg qui s'appelle Christopher Tolkien et les cartes de la Terre du Milieu, entre fidélité et réinvention. Alors, Laurence Lebourg a eu accès aux archives de Christopher Tolkien, et donc elle a découvert en fait l'existence de plusieurs cartes inédites du Silmarillion. Alors, notamment une carte recopiée par Christopher Tolkien d'après la deuxième carte du Silmarillion. Euh, donc, donc sur l'enveloppe de la carte, donc la carte était contenue dans une enveloppe et sur l'enveloppe, Christopher Tolkien a écrit donc carte du Silmarillion, signée et datée de 1940. Donc quand j'avais 15 ou 16 ans, la carte s'accorde très près et a été manifestement copiée d'après la deuxième carte du Silmarillion du début des années 30. Et d'après Laurence Lebourg, en fait, le style est précoce et ne représente pas encore le style caractéristique développé par son auteur. Donc j'imagine qu'elle entend par style caractéristique le fameux style euh, qu'on connaît bien en fait avec les petites montagnes, les dessins des forêts, etc. Ouais. Alors ensuite, elle a retrouvé aussi dans les archives une carte du Silmarillion réalisée fin octobre 1973. Donc c'est assez émouvant parce qu'en fait c'est une carte qui a été réalisée 2 mois seulement après la disparition du père de Christopher. Donc ça je trouve c'est vraiment étonnant. Et alors Laurence Lebourg, elle rajoute que cette carte présente une ressemblance surnaturelle avec la deuxième carte du Silmarillion. Et puis ensuite, donc, elle a aussi mis la main sur 2 ou 3 cartes du Beleriand. Donc l'une est datée de 1975, donc 2 ans avant la publication du Silmarillion proprement dit. Euh, donc l'une est datée de 1975, pardon, tandis que l'autre ne porte pas de date, mais devrait dater de la même année. Et donc ces cartes-là sont clairement des cartes préliminaires à la carte publiée en 1977. Donc pour l'instant, en tout cas à l'état actuel de mes connaissances, ces cartes-là n'ont pas été publiées. Alors elles le seront peut-être dans un futur proche, c'est possible. Elles seront peut-être présentées aussi lors de plusieurs expositions. Après, ça pourrait être intéressant aussi si jamais ils les ont encore dans les originaux et que c'est possible. Oui, exact. Alors, bah maintenant on arrive à la fameuse carte de 1977. Euh, donc ici, donc je vous ai remis, donc je vous ai copié-collé la carte du Silmarillion de 1977. Alors, elle a été dessinée par Christopher Tolkien, et pour preuve, en fait, on a la signature de l'auteur, hein, CJRT. Donc, si je ne me trompe pas, c'est Christopher John Reuel Tolkien. Donc, c'est sa signature, d'ailleurs, qu'on retrouve je crois, dans la plupart des cartes, hein. Il me semble dans le Seigneur des Anneaux aussi, on trouve sa signature. Euh, donc clairement, elle a été dessinée à partir de la deuxième carte. Alors les montagnes sont en vue à vol d'oiseau, avec un petit moutonnement d'arbres pour les forêts. Donc ce qu'on peut noter quand même, c'est l'équilibrage global de la carte est superbe.
le lettrage est impeccable. Donc en fait, Christopher, en fait, comment dire, il lettrait lui-même les cartes. Et c'est ça qui est le plus étonnant. Moi, enfin, je croyais naïvement que c'était, comment dire, que c'était fait, enfin que c'était des caractères imprimés ou quelque chose comme ça, mais en fait pas du tout. Donc c'est lui qui fait lui-même qui dessine les toponymes. Donc je trouve ça vraiment, c'est magnifique. Donc ce qu'il faut dire en fait, c'est que donc cette carte du Silmarillion, donc qui a été publiée en 1977, en fait, elle a servi de modèle pour la carte du Seigneur des Anneaux qui a été publiée, la nouvelle carte qui a été publiée dans Contes et légendes inachevées en 1980. Alors j'en veux pour preuve ce que j'appelle les lignes de houle. En fait, tu vois, ce sont les lignes en fait qui apparaissent dans l'océan, donc qui sont serrées proches des côtes et qui sont espacées loin des côtes. Et en Mm. fait, ces lignes de houle, tu les retrouves dans la nouvelle carte du Seigneur des Anneaux, alors qu'elles ne figuraient pas dans l'ancienne carte de 1954-1955. Est-ce que ça peut être juste un choix stylistique, on va dire, ou est-ce que tu penses qu'il y a une vraie Oui. raison au fait de faire ça? Ah ben, c'est-à-dire que le choix stylistique, ça a été d'harmoniser la carte du Seigneur des Anneaux avec la carte du Silmarillion. Je pense que c'est ça le choix qui a été fait. D'accord, ouais. Donc, après que Christopher ait pris la décision de refaire la carte du Seigneur des Anneaux. Alors, il l'a fait pour des bonnes raisons, hein. Parce qu'en fait, euh, après moultes impressions, la qualité de la carte commençait à se dégrader. Et les imprimeurs, ils commençaient à rajouter des toponymes de ci, de là. Donc, il a souhaité un peu mettre le haut là et repartir sur de bonnes bases. Donc, refaire en intégralité, redessiner en intégralité la carte du Seigneur des Anneaux. Mais en tout cas, oui, c'est clairement un choix stylistique Mm. voulu d'harmoniser toutes les cartes. Oui, je veux dire, ça n'indique pas une. Je sais pas, je pense pas, mais enfin, un sens de courant ou quelque chose comme ça, c'est purement stylistique, quoi. Ah oui, alors ah oui, le symbole, tu veux dire, enfin la signification de ces lignes Oui, de houle. oui. Est-ce que Alors, c'est un choix vraiment stylistique, pur stylistique, ou est-ce qu'il y a vraiment une décision derrière de représenter ça comme ça? Parce que moi, je trouve ça très joli, mais il y a oui, peut-être quelque chose derrière. alors c'est très joli. En fait, il se passe que euh, la première carte du Seigneur des Anneaux, donc celle que j'ai montrée tout à l'heure, comportait ce même motif, en fait, ce que j'appelle des lignes de houle. Mm. Et en fait, si tu veux, c'est un motif décoratif qu'on trouve aussi sur des cartes, sur des véritables cartes. Et notamment, j'avais trouvé une carte de Suisse dans laquelle figurait ce type de motif. Et donc, pour moi, en fait, ce sont pas ce qu'on appelle des isobasses. C'est-à-dire, les isobasses, ce sont les lignes de niveau sous-marine. Donc, pour moi, c'est pas du tout ça, hein. Donc, c'est vraiment un Oui. motif graphique qui sert en fait à combler le vide de l'océan, quoi. Ah oui, d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est purement graphique, hein, ça n'a pas de signification en ligne de niveau. Ça m'étonnerait quand même que Tolkien et Christopher soient allés jusqu'à détailler le niveau des océans, etc. Ça m'étonnerait fort. Oui, en fait, ce que je peux rajouter, c'est que si tu veux, Tolkien, lui, donc je dis ça globalement, hein, mais globalement, il dessinait plutôt en ligne de niveau, grosso modo. Mhm. Il y a beaucoup de cartes, des esquisses, des brouillons, sont dessinés en ligne de niveau. euh, Et en fait, comme Tolkien en fait avait beaucoup de cartes, de croquis de ci, de là, il n'arrivait pas comment dire, à les rendre homogènes pour publication. Donc c'est son fils Christopher en fait qui s'est chargé comment dire, de dessiner les cartes parce que lui seul en fait arrivait à faire cette synthèse que Tolkien était incapable de faire. Tu vois, donc Oui, il y a lui cette idée arrivait à que uniformiser les choses. c'est ça, en fait, il y a cette idée que le style qu'on connaît bien est essentiellement dû, enfin pour beaucoup en tout cas, est dû à Christopher Tolkien. Tolkien père, lui, dessinait de diverses manières, comme on l'a vu, avec des courbes de niveau, etc. Il avait beaucoup de mal en fait à synthétiser. Ok. Alors sur cette carte, qu'est-ce qu'on voit? Alors bon, on voit en haut à droite une rose des vents. Bon, ok, le nord est en haut de la carte. Ça, c'est relativement, c'est une convention qui est relativement classique. Mais alors, ce qui est plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'échelle. Et ça, c'est d'autant plus étonnant que en fait, l'échelle se retrouve très très facilement avec la deuxième carte. Parce qu'en fait, comme je l'ai déjà dit, la deuxième carte, elle comporte des carreaux, et ces carreaux font 100 miles de côté. Donc on voit bien que il est un peu bizarre que cette échelle n'apparaisse pas. Alors du coup,
Euh, donc tu vois, il y a un travail en fait de dimensionnement à faire, c'est-à-dire quelle est l'échelle finalement de la zone couverte par la carte du Silmarillion. Donc c'est ce que je montre ici, hein. Donc si on fait ce travail en fait de récupérer l'échelle, on s'aperçoit que finalement l'aire couverte par la carte est de 1210 km d'est à ouest par 925 km du nord au sud. Donc en gros, ça fait une... euh, donc tu vois, j'ai mis la France par-dessus. Donc en filigrane, on a le Beleriand et en dessous, donc on a la France. Et donc on voit qu'en gros, le Beleriand ou la carte du Silmarillion couvre une zone qui va de Dunkerque à Perpignan, et puis et en gros de Brest jusqu'à Munich. C'est pas mal quand même, hein. Donc c'est tout à fait en accord, enfin, je veux dire, c'est en correspondance avec la carte du Seigneur des Anneaux, qui est quand même, qui couvre une zone qui est beaucoup plus grande, hein, qui couvre en gros une zone de la taille de l'Europe. Et là, on est plutôt sur de l'ordre de un pays entier, voire deux pays, quoi, deux pays moyens, ou quelque chose comme ça. Ok. Donc tu vois que par exemple, ce qui est très amusant, c'est de constater que le Doriath, qui est en fait le royaume forestier gouverné par les elfes Sindar, donc par Singol et Melian, en fait, couvre une très très grande surface, quasiment, je dirais, je sais pas, 4-5 départements entiers. Donc ça, c'est de la grosse forêt. On va pas faire de parallèle avec la carte de la France. Bah, en tout cas, en termes de, comment dire, en termes de surface, si. Alors, évidemment, Sur la en termes de, localisation, je veux dire. voilà, non, non, pas du tout. Alors là, il faut, non, ouais, non, ça, t'as raison de dire qu'il faut surtout pas faire ça. Mais c'est en termes de surface, en fait, surface couverte. Donc c'est vraiment des zones très très larges. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors la carte du Silmarillion a été colorisée par un artiste qui s'appelle Harold Eric Ridet. Donc cette version colorisée a été publiée pour la première fois dans The Silmarillion Calendar 1978 donc pour le mois de décembre, donc édité par George Allen and Unwin. Euh, et donc en fait c'est cette carte, hein, qui a été utilisée dans la nouvelle édition française. Et donc la carte comporte la nouvelle traduction de Daniel Lauzon. Donc finalement, dans l'édition française actuelle, c'est cette carte-là que vous trouvez, mais traduite. Alors en 2004, c'était la carte originale non traduite, effectivement. C'est exactement celle de ton diaporama. Et maintenant, ça donnerait... Yep. Effectivement, ceci, avec la version traduite. Hop. C'est tout petit, mais vous avez l'idée. Oui, oui, c'est ça. En fait, comment dire? En fait, Harold Eric Ridet, il a colorisé pas mal de cartes aussi, notamment la carte du Hobbit, si mes souvenirs sont bons, et donc vraiment dans le même style, hein. Donc voilà, donc ça c'est la carte qu'on trouve dans l'édition française actuelle, et donc on voit qu'elle ressemble vraiment beaucoup à la carte originale, quoi. Enfin, la carte de Christopher Tolkien en tout cas. Ouais, et c'est assez joli finalement de coloriser la carte. Ça lui donne un peu plus de relief, je trouve aussi. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il a, par exemple, tu vois, les toponymes, il a alterné les couleurs bleues et rouges sur les toponymes. Bon, c'est assez... Pourquoi pas, hein, c'est un choix sympathique, ouais. Comme tu dis, ça fait vraiment... Par contre, l'océan en vert, bon, voilà, on peut toujours discuter. Bon, ouais, ça va. C'est bleu-vert. Je trouve que c'est C'est pas un le océan pire. de slime. Ah oui, c'est ça, c'est bleu-vert. Oui, t'as raison. Ou alors c'est moi qui est un peu bigleux, mais Non, je pense mais que c'est vraiment du... Allez, vert sur les côtes et bleu après, quoi. Au pire, il y a beaucoup d'algues sur les bords, quoi. Mais voilà, ça Oui, va. c'est ça. S'il y a que ça, c'est pas très grave. Alors, alors il existe une autre carte, en fait, dans l'édition française, donc qui a été publiée donc dans les Contes et légendes inachevées par les éditions Pocket Junior en 1996 et 2001. Donc on voit ici la carte. Euh, donc en fait la carte apparaît dans ce qu'ils appellent une entracte, c'est-à-dire un- un petit encart au centre des volumes.
euh, puisque, puisque c'est vrai que dans Conte et la journée achevée, comment dire, la première partie couvre le premier âge. Donc il y a une certaine logique à ce que la carte du Silmarillion figure dans ces ouvrages. Alors par contre, comment dire, la qualité de la carte est pas géniale. Il y a beaucoup de petites, enfin comment dire, de petits problèmes graphiques. Par exemple, je peux t'en citer un. On voit que bah, cette rivière euh, a été tronquée, tu vois, par exemple ici, euh, etc. Donc il y a tout un tas de petits soucis comme ça. Alors ceci étant dit, ils ont rajouté le Tango Dream. Pourquoi pas, on verra que c'est quelque chose d'assez important, enfin de très intéressant de faire ça, mais je vais y revenir. Après, j'avoue que Euh, c'est une carte qui est tellement petite et dans un tout petit livre de poche que, bon, c'est déjà niveau qualité, c'est pas facile. Et puis le scan que j'avais fait, il est pas, ça lui rend pas justice non plus, mais c'est vrai que c'est pas évident de faire une jolie carte de belle ouais, qualité en plein milieu d'un tout petit bouquin de poche. Voilà, ça aide pas non plus. exact. Et donc cette carte apparaît dans les éditions Pocket Junior en 1996 et 2001. Alors dans le Silmarillion de 1977, on trouve aussi une autre carte, qui est la carte en fait des royaumes des Noldor et des Sindar, et qui figure en fait normalement hein, dans toutes les bonnes éditions, qui est insérée dans le chapitre 14 qui s'appelle du Beleriand et de ses royaumes. Euh, donc en fait c'est tout à fait logique puisque en fait ce chapitre présente, enfin c'est un chapitre, comment dire, géographique en fait qui présente la géographie du Beleriand et l'organisation des royaumes elfes. Donc ce qu'on voit sur cette carte, alors la carte elle est petite, elle a été entièrement redessinée par Christopher Tolkien. Elle est bicolore, donc elle est rouge et noire. Et en fait, on s'aperçoit que les personnages sont en rouge. Euh, enfin, le nom des personnages est en rouge. Donc ce sont essentiellement des seigneurs elfes, hein. Donc voilà, même ce sont surtout des seigneurs elfes d'ailleurs. Euh, voilà, donc et donc oui, donc le reste est en noir. Donc tout ce qui est, donc c'est simplifié, hein. Clairement, tous les détails n'y figurent pas. Euh, donc alors, à titre personnel, j'ai toujours trouvé cette carte utile, puisque donc elle donne notamment l'emplacement des royaumes elfes, mais très confuse. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, les noms semblent placés un peu partout et au hasard. Et donc, je sais pas si Arena, ça te fait le même effet ou pas, mais Bah, alors moi, je me mets à la place de quelqu'un qui lit le Silmarillion pour la première fois. Déjà que je trouve que c'est pas évident au début de faire la différence entre les noms propres des personnages et les noms propres des lieux. Avec quelque chose comme ça, c'est vraiment très pêle-mêle et je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui soit simple à aborder quand tu découvres le Silmarillion. Quand tu l'as relu 10 fois, bon, éventuellement pourquoi pas, mais ouais, j'avais pas souvenir de cette carte, tu vois, mais je sais pas si c'est la meilleure carte à mettre en plein milieu de livre. Euh, Mais bah, ça ceci reste étant dit, intéressant. ouais, c'est ça, ça reste utile. Alors, du coup, comment dire? Donc, ouais, donc en tout cas, on est d'accord, on a le même sentiment tous les deux, c'est que la carte est assez confuse. Et en fait, alors, il y a plusieurs arguments qui peuvent montrer qu'elle est confuse, mais il y a surtout un élément très très important, c'est l'absence du Tangour Dream au nord. C'est-à-dire que, en fait, Christopher Tolkien a décidé, dans les cartes du Silmarillion publiées, de ne pas représenter le Tangour Dream, alors qu'il figurait bien sur la deuxième carte. Alors pourquoi il ne l'a pas représenté? Parce que en fait, il y avait des problèmes de distance. Enfin, il y avait des inconsistances. Enfin, non, ça c'est le terme anglais, excuse-moi. Il y avait des incompatibilités ou des incohérences entre les textes et les cartes. Et donc, il a souhaité ne pas inclure en fait le Tango Dream, qui est pour rappel enfin, le lieu où se terre Morgoth. Enfin, c'est la forteresse de l'ennemi, quoi. Donc finalement, Euh, c'est le lieu, c'est quasiment un des lieux les plus importants du Beleriand. Et donc, il a choisi de ne pas le mettre. Irvine me fait Alors, penser à quelque chose par rapport justement à cette fameuse carte. Si tu prends du coup les premières éditions, notamment la première édition française du Silmarillion, effectivement, la carte elle est full noir et blanc. Donc va différencier ah les oui, personnages des lieux, etc. Oui, effectivement, ça oui, c'est complexifie un peu vrai. les choses. Et en plus, tous les personnages ou les seigneurs elfes n'ont pas le même statut. Par exemple, Mm. Singol et Melian, ce sont des seigneurs elfes Sindar, et qui n'ont quasiment rien à voir, enfin, en tout cas,
qui sont assez différents par exemple, des fils de Fëanor, par exemple, ou de Fingolfin et de son fils, etc. Donc, tu vois, il y a aussi des clans, enfin des clans elfes, oui, qui sont différents et qui ont des dynamiques différentes dans l'histoire. Ouais, la hiérarchisation des personnages est Ouais, exactement. pas claire en fait avec ça, ouais. C'est ça. Alors du coup, là, je me dis, voilà, je me suis dit, en fait, je vais essayer de vous présenter en quelques mots. Justement, je voulais donner quelques éléments en fait de réflexion ou tu vois, de- d'explication sur cette carte en faisant un peu de géopolitique. Donc, notamment, par exemple, tu vois, il faut réaliser que, par exemple, la plaine d'Ardgalen qui se trouve au nord du Beleriand est un lieu qui est totalement verrouillé. Tu vois, en fait, donc, le Tangor-Dream se trouve au nord, donc c'est la forteresse de Morgoth, et en fait, Mhm. Ardgalen, donc c'est la plaine, elle est encadrée sur ses quatre côtés par des montagnes. Euh, oui, donc, alors tous les petits éléments que je vais vous présenter là, en fait, ces éléments servent en fait à comprendre l'organisation de la carte du Silmarillion, hein. C'est pour ça que je les présente. Ça sert à comprendre comment sont agencés les reliefs par rapport aux histoires qui sont racontées. Et donc ça, c'est un travail que j'avais fait il y a fort longtemps maintenant, et que j'avais publié sur JRVF, qui s'appelle Un atlas géopolitique du Beleriand. Effectivement, il y a 12 Euh, ans, c'était temps jadis. et oui, autant jadis, autant où j'étais jeune et vert. Vert? Bref, ouais, c'est bizarre, t'as raison. D'accord. Euh, euh, donc du coup, euh, alors oui, j'en étais moi. Donc oui, ce Pardon. ce que je disais, en fait, c'est que la morne plaine d'Ardgalen, en fait, est encadrée sur ses quatre côtés par des montagnes qui forment des remparts naturels. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les elfes se sont placés, tu vois, sur les trois côtés sur les trois côtés. Il y a à la fois des passages dans ces reliefs. Donc, tu vois, des passages étroits, par exemple, la passe d'Anak, la passe d'Aglon, etc. Et puis, il y a des forteresses elfes, comme la forteresse d'Imring, dont j'ai déjà parlé, etc. Ou Barad et Ethel. Donc tu vois, ce diagramme, en fait, il sert à montrer que finalement, comment dire, il y a une explication à ce relief, c'est-à-dire le Tangorodrim au nord, ou plutôt Morgoth qui se trouve au nord, est assiégé par les elfes qui se trouvent autour. Et en fait, dans l'histoire, ça se traduit par ce qu'on appelle le siège de Dangband. Oui. Euh, donc en fait, le siège d'Angband, c'est une longue période du Premier Âge, donc qui est de 4 siècles environ, donc qui voit Morgoth assailli par les elfes Noldor, établis autour de la plaine d'Argalen. Donc c'est exactement ça, tu vois. Oui. Donc tu vois que les reliefs sont vraiment en correspondance avec l'histoire, ici. Donc les montagnes, en fait, c'est des défenses naturelles. Les elfes se sont placés sur ces défenses naturelles. Et ces défenses sont en fait percées de passages étroits qui constituent des positions clés pour les belligérants. Parce qu'après, évidemment, Morgoth va avoir tendance à vouloir capturer ces points stratégiques que sont les passages clés et surtout les tours et les forteresses. Oui, logique. Tu vois cette idée? Mm. Euh, alors du coup, partant du fait que le Tangor Dream, c'est le point focus de l'histoire, c'est vraiment quasiment le lieu le plus important, c'est-à-dire que les elfes entourent le Tangor Dream. Donc euh, en fait, on peut tenter d'esquisser à grands traits l'organisation des royaumes elfes, c'est-à-dire on peut regarder comment est structuré l'espace géographique. Donc tu vois que l'ennemi en fait qui se trouve en haut au centre et qui est le moteur de tous les récits du légendaire apparaît, donc il est au centre, voilà, il apparaît central. Autour de lui, les Noldor constituent une première ceinture. Donc dans les Noldor, tu as Fingolfin et son fils, les fils de Finarfin et les fils de Fëanor. Ensuite, tu as une deuxième ceinture, donc qui comprend les royaumes cachés et leurs centres névralgiques que sont Ménégros, Nargothrond et Gondolin, tu Mhm. vois, dans la deuxième ceinture. Ouais. Enfin, au plus loin vont se trouver les royaumes des elfes verts, les Leikendi et les Falatrim. Alors les Falatrim, c'est finalement les elfes des côtes, quoi. Donc qui vont constituer une troisième ceinture. Donc ces royaumes à la périphérie participent en pointillé à l'histoire du Premier Âge. Euh, Tu vois, ils participent
pas directement à l'histoire du Premier Âge, mais ils sont très importants. Et de même, en fait, on a Beren et Lucienne, tu vois, ils sont littéralement et géographiquement en marge des contes. À la fin en tout cas, puisque revenus d'entre les morts, en fait, ils se trouvent dans l'île de Tolgalen, qui se trouve vraiment en bas à droite. C'est Donc vraiment intéressant en quand même cette périphérie. représentation assez linéaire, comme si tu traçais 4 traits et tu avais les zones, différentes zones d'influence sur le conflit. Bon, ça paraît plus ou moins logique que tu es l'ennemi et plus tu es proche, plus tu as des ennuis, entre guillemets, mais c'est assez intéressant quand même comme représentation finalement, parce que tu pourrais quand même penser que ce soit un peu plus hétérogène, mais là, ça met vraiment en évidence le fait que pas autant que ça Mais, finalement. en fait, tu vois, les Noldor, ils sont en première ligne. Pourquoi? Parce qu'ils veulent récupérer les Silmarils de Morgoth. Donc là, ça apparaît très clairement. En fait, ils se sont placés au plus proche de l'ennemi, Mhm. et donc ils l'assaillent, ils font un siège. Et donc c'est eux qui payent tu vois, le prix du sang, enfin comment dire, c'est eux qui payent en premier Ouais. les attaques de l'ennemi. Alors ensuite, tu as les royaumes cachés, et notamment tu as Gondolin, que je peux placer ici. Tu as Nargothrond et tu as surtout Singol et Melian qui se protègent en Doriath, et Melian en fait a mis autour de son royaume une protection qui s'appelle la ceinture de Melian, Ouais. ou l'anneau de Melian. Euh, donc tu vois, c'est vraiment des royaumes qui sont d'abord cachés, mais qui ensuite vont malheureusement tomber les uns après les autres à cause de l'ennemi. Et donc, finalement, tu vois, comment dire, peu à peu, au cours du Premier Âge, bah, les elfes vont être repoussés, les elfes et les hommes d'ailleurs, vont être repoussés dans la partie périphérique de la carte. Euh, et donc, et donc, c'est même pour te dire, pour aller encore un cran plus loin, c'est que même à la fin du Premier Âge, les peuples alliés sont obligés de se tourner vers l'ouest et les Valar. Donc, c'est même de prendre la mer, tu vois, parce qu'ils sont repoussés Mhm. comme ça par un cercle concentrique, ils sont repoussés par l'ennemi qui gagne du terrain. Et donc c'est ainsi que Eärendil, figure fondatrice du légendaire tolkienien, prend la mer et obtient le pardon des Valar pour les Noldor. Donc il est même obligé de quitter la carte, si j'ose dire, pour aller C'est trop pour moi. obtenir le pardon des Valar. Bon, enfin, tu vois cette idée d'un oignon, quoi. D'une carte qui est structurée en zones. Oui, un rayonnement d'influence, si on peut dire, tous les sens du C'est terme. ça, Ouais. avec l'ennemi qui se trouve, je le répète, mais ça me semble important, l'ennemi qui se trouve en point focus de l'histoire et de la carte. Et donc c'est dommage que Christopher n'ait pas fait apparaître sa forteresse qui est le Tangorodrim. C'est-à-dire le Tangorodrim, c'est ces trois pics énormes, alignés, Oui. et qui apparaissent à l'horizon en fait des contes. Mais voilà, donc si vous voulez en savoir plus, si tu veux en savoir plus, eh ben, vous pouvez aller voir mon article qui est assez complet là-dessus. Allez voir tous les articles de Simon de manière générale, hein, parce que là, Ah on oui, en a si vous cité aimez la déjà géographie, plusieurs, la mais cartographie, faut tous aller les voir sur Tolkien Deal, GRVF, faut tous aller les lire. alors, donc dans Contes et légendes inachevées, Christopher Tolkien a produit un petit croquis géographique. Donc je le mentionne en fait pour être tout à fait exhaustif. Donc il a dressé une carte sommaire des environs des passages du Téglin. Euh, et donc il l'a fait une première fois en 1980, tu vois, à l'apparition des Contes et légendes inachevées. Donc il a fourni un premier diagramme. Or, en fait, il a conclu plus tard, en 94, que ce dessin était mal orienté. Et donc, il a révisé en 2017 pour le livre Les Enfants de Húrin, dont je vais reparler juste après, hein. Mais donc, on voit cette succession des deux croquis. Euh, donc, euh, donc, en fait, le croquis, l'idée, c'était de visualiser sur cette petite carte, en fait, de visualiser les lieux, euh, enfin, les lieux finaux du conte de Túrin. Puisqu'en fait, il tue le dragon dans les gorges du Téglin. Donc l'histoire est assez, enfin il y a plein de lieux embrouillés, donc je pense qu'il voulait rendre ça plus clair, Christopher. Donc il a produit ce petit croquis qu'il a révisé. Alors là, un point très intéressant,
Donc, sur la base de notes linguistiques trouvées par Christopher dans les papiers de son père, donc, il semblerait que donc, tu vois, que ce soit pas la forme Teiglin qui doit être choisie, mais Taeglin. Donc, c'est pas grand-chose, mais ça change un petit peu Ouais. le. Ah oui, d'accord, ok, oui, effectivement. Tu vois, parce que, euh, comment dire, moi, enfin, par exemple, moi, je suis habitué des cartes, comment dire, je les consulte souvent, etc. Et donc, on est très habitué, en fait, à des toponymes. Et donc c'est assez étonnant tu vois, d'être obligé de constater qu'il faut dépasser de Teiglin, auquel on est finalement assez habitué, à un nouveau toponyme Taeglin. Donc d'une certaine manière c'est un détail, mais de notre côté c'est un peu une révolution, tu vois, dans la toponymie, quelque part. Et donc ça veut dire que c'est une carte qui n'a jamais été révisée, même dans les éditions les plus récentes. Enfin, on a toujours celle de basée sur l'original. C'est une question. Euh, alors, ta remarque, c'est par rapport à la dénomination de Teiglin, c'est ça? Non, oui et non. En fait, par rapport à la carte de 1980, est-ce qu'on a toujours la même, en fait, si tu regardes les éditions? Bon, je vais y répondre tout de suite, mais ça n'a pas été corrigé après, de toute manière, parce que c'est le même corps de texte depuis. Je veux dire, Ah non, non, oui, dans ils Contes auraient et pas légendes inachevées. republié. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Non, mais de toute façon, comment dire, il n'avait pas le choix, Christopher Tolkien. C'est-à-dire que en fait, il a tissé un réseau de textes qui est très dense et très serré, c'est-à-dire qui se cite en permanence. Dans l'histoire de la Terre et du Milieu, il va citer le Silmarillion. Mais sachant que le Silmarillion, en fait, pour composer le Silmarillion, il a pioché dans les textes de son père. Donc tu vois, c'est un serpent qui se mord la queue. Donc à un moment, il a dû faire des choix éditoriaux, dire, bon, il y a une version qui est fixe et on n'en parle plus, tu vois. Et donc il a Oui. préféré amender les versions successives, d'un point de vue éditorial, c'est quand même plus sensé, quoi. Euh, Parce que sinon, il allait au-devant de problèmes. S'il révisait tout le temps les textes, hein, t'imagines? À la Comment fin, se mélanger? Faut avoir un super tableur Excel là, parce que compliqué, hein. Oui, c'est ça, parce que tu vois, par exemple, ça me fait penser que dans l'histoire de la Terre du Milieu, il prend comme base le Silmarillion. C'est-à-dire comme si c'était un texte écrit, ou en tout cas composé par Tolkien lui-même. Oui. Euh, donc tu vois, il prend le Silmarillion comme base, et après, ça lui permet de discuter. Donc, tu vois, malgré qu'il ait trouvé des erreurs de bonne foi, hein, dans le texte du Silmarillion, eh ben, il pouvait plus rien faire en fait. Il pouvait plus les corriger, tu vois, à cause de ça, quoi. Ça deviendrait, je pense, de toute manière très difficile de commencer à corriger tous les bouquins à chaque fois que tu trouves autre chose ou que tu reviens sur un bouillon, parce Mm. que là tu t'en sortirais plus, hein, franchement. Ouais, c'est ça, exact. Exact. Alors, la dernière carte dont je vais parler, bah, c'est la carte des enfants de Húrin, euh, donc qui est un livre en fait sorti en 2007. Donc je crois qu'il est sorti d'ailleurs en version originale en 2007. Euh, c'est l'année de publication. Il a été tout de suite traduit par Bourgois et traduit par Delphine Martin. Donc j'ai mis ici la couverture, hein, du livre. Donc là, pour ceux qui, comment dire, hein, pour ceux qui aiment le Seigneur des Anneaux, vraiment, je conseille la lecture des Enfants de Húrin. C'est vraiment très très beau, un très beau texte et très facile à lire en plus. Donc beaucoup plus facile que le Silmarillion. J'imagine que tu es d'accord avec moi. Oui, bah c'est plus. L'avantage de le lire même avant de lire le Silmarillion, c'est que ça permet au moins d'attaquer une des histoires qu'on va trouver dans le Silmarillion avant d'attaquer le Silmarillion et donc de Mm. dégrossir le Silmarillion de fait. Juste, bon, c'est un détail, mais c'est 2008 pour la première édition française, si on cite Bourgois. Ah d'accord, ok. Ah, bah, je corrigerai alors, oui. Oh, Parce que c'est un 2007, détail, hein, mais. c'est l'année originale, c'est ça, enfin, c'est la version originale. Oui, L'année de c'est ça. publication. 2016, Ouais, c'est c'est ça. l'original. Ok. Ok, bah, je corrigerai du coup. Alors, petit détail amusant, en fait, la carte a été entièrement redessinée. Donc ça, c'est des trucs, comment dire, il faut vraiment regarder la carte de manière détaillée pour s'en rendre compte. Donc en fait, Christopher Tolkien a produit une nouvelle carte. Il a dessiné à nouveau le Beleriand. Donc il a dû, ça me fait penser qu'il a dû la dessiner un nombre incalculable de fois, cette carte. Et donc, en fait, donc là, je montre toute la carte du livre. En fait, la carte a été un peu, comment dire, a été enfin, la surface couverte par la carte a été réduite. C'est parce que là, c'est seulement la partie ouest qui est montrée, là où se passent les événements du roman. Puisqu'en fait, l'histoire est totalement centrée sur les enfants de Húrin, c'est-à-dire Túrin et Nienor.
si je dis pas de bêtises, hein. Donc oui, c'est Mhm. ça, c'est Tolin et Nienor, voilà, leur histoire, donc qui se passe globalement en Dorias, Nargothrond, pardon, etc. Donc la carte, en fait, couvre les lieux du roman, ce qui est tout à fait logique. Avec des petits ajouts. Alors j'avais noté par exemple un ajout ici, les bois de Nuas, qui sont tout nouveaux, qui n'apparaissent pas dans D'accord. qui n'apparaissent pas dans la carte de 1977 du Silmarillion. Voilà, un petit détail amusant. Alors du coup, euh, donc tu vois que à travers toute cette succession de cartes, en fait, ce qu'on remarque, c'est que finalement, Tolkien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris presque les mêmes motifs géographiques, hein, et simplement il a modifié de ci, de là les noms, etc. Et donc ça m'a permis en fait de dessiner une carte que j'appelle Variorum, c'est-à-dire une carte qui compile toutes les strates temporelles de toutes les cartes. Euh, Elle est donc juste impressionnante, hein, oui. franchement. Il y a des couleurs partout. Oui, alors du coup, bah, je peux l'expliquer en quelques mots, c'est-à-dire que en gros, tu vois, en bas, tu as la légende de la carte. Donc, chaque couleur correspond à une période. Donc, par exemple, la première carte du Silmarillion est représentée en bleu. Donc, tous les toponymes en bleu, ce sont les toponymes exclusifs à cette carte. Donc, ensuite, en vert, par exemple, hein, donc tu as tous les toponymes, en gros, qui ont été introduits dans les années 30, en gros, hein, vraiment de manière grossière. Hop, Ensuite, oui. en violet, tu as les toponymes ou les traits introduits en 1970, etc. Euh, et en noir, tu as les toponymes exclusifs à la carte du Silmarillion de 1977. Je la mets Et en donc, un peu plus grand pour le chat exprès. Voilà, pour que ce soit plus lisible. ah, c'est gentil. Bon, on peut la retrouver enfin, dans mon essai, hein, pas de problème. Ouais, mais bon, autant en profiter, hein. Faisons-nous plaisir. Voilà, alors comment dire, je me suis aperçu que certains toponymes manquaient. Donc je les ai rajoutés, c'est les toponymes en rouge en fait, tu vois, c'est tous les toponymes qui n'apparaissent pas sur les cartes mais qui apparaissent dans les textes. Et Ok. donc je me suis amusé à les ajouter de ci, de là, etc. Donc notamment Gondolin, ça devient un peu surchargé. Euh, donc voilà. Euh, Combien de temps de travail pour faire une carte pareille? Je me pose la question. oui, alors en fait, si tu veux, c'est, comment dire, c'est un temps de recherche. En fait, si tu veux, le temps de recherche graphique, il est très faible parce qu'en fait, la cartographie de base, elle est très belle ou elle est très déséquilibrée. C'est-à-dire que la cartographie produite par Tolkien père et Tolkien fils est déjà très, très équilibrée en termes de densité de toponymes, etc. Donc, tu vois, la recherche purement graphique de la carte, elle est quasiment faite. Donc, le plus gros du boulot, ça a été en fait tu vois, toutes les petites recherches, les subtilités, euh, l'adéquation en fait entre voilà euh, les entre la carte et texte, etc. Donc c'est tout ça qui prend du temps. Et donc cette carte en fait je l'ai dessinée en concomitance avec l'essai. Enfin je l'ai dessinée en même temps Oui, que au fur et à j'écrivais mesure. l'essai. Hmm. Et par ailleurs bon je sais pas si je dois le dire mais j'ai aussi participé à l'encyclopédie Tolkien Gateway. Donc j'ai fait des infidélités. Je suis désolé hein, l'encyclopédie de Tolkienville. Mais donc tu vois C'est pas j'ai bien. donc ouais, je sais. Mais donc j'en ai profité aussi tu vois, pour enrichir l'encyclopédie Tolkien Gateway. Donc tout ça, bon, prend du temps, quoi. En même temps, c'est tellement intéressant. Moi, j'adore le Silmarillion, et j'adore les cartes. Et donc, du coup, c'était quelque chose que je voulais faire depuis un certain temps. Ouais, non, c'est très impressionnant comme travail, hein, quand tu vois le cumul de couleurs, d'informations, la légende, etc. Ouais, non, ça a dû quand même te prendre un temps fou. Voilà. Ah oui, alors je peux rajouter, tiens, un petit détail géographique et cartographique, c'est que par exemple, le Tolkien, en fait, avait dessiné, donc en bas à droite, c'est-à-dire dans la partie sud des montagnes bleues, Tolkien avait dessiné un petit pli de montagne que j'ai mis Mhm. en vert là, que je montre avec la souris. Et en fait, donc ce petit pli, je pense qu'il est, comment dire, il est vraiment, j'allais dire, il est réel, tu vois, mais tu vas te dire, mais il devient fou le ciment, mais non, je veux Ah dire, non, je comprends.
Ouais, tu vois, il a été voulu par Tolkien. Et en Oui. fait, Christopher ne l'a pas repris dans la carte du Silmarillion de 1977, ce qui est assez dommage. Est-ce Mais qu'il donc, du coup, explique quelque part pourquoi il a fait tel choix et pas un autre au niveau du alors oui, redessinage des cartes, on va dire? alors oui et non. Alors, il est quand même d'une grande transparence dans l'histoire de la Terre du Milieu, donc ça, c'est tout à son honneur. C'est-à-dire qu'il a expliqué un peu sa démarche dans l'histoire de la Terre du Milieu, en faisant aussi des mea culpa. Alors ça, c'est plus intéressant aussi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il a dit, bah écoutez, je me suis trompé. Donc ça, je trouve c'est vraiment très bien. Il s'est toujours mis, tu vois, en retrait par rapport à son père. Toujours laissé la primauté à son père. Et surtout, oui, tu vois, la prudence. En gros, dès qu'il n'était pas sûr, ben, il ne mettait pas sur la carte. Et donc ça, c'est très clairement le cas pour le Tango Dream, qu'il n'a pas mis sur la carte. Les chemins, les routes dans le Beleriand Est, qu'il n'a pas mis, parce qu'il ne savait pas trop, il y avait des incohérences entre le texte et les cartes. Et donc c'est peut-être le cas aussi pour ce massif montagneux, hein. D'accord. Voilà, bah écoute, j'en arrive au terme de mon périple. Bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Donc merci à toi, merci à Donner Canon pour l'organisation. Et si vous voulez en savoir plus, donc, bah écoutez, vous pouvez aller lire l'article donc, qui se trouve à cette page. Bah merci. Alors, le lien, il est épinglé dans le chat du live, donc si vous voulez aller cliquer dessus, n'hésitez pas. Sinon, bon, c'est trouvable évidemment sur le site Tolkienise, section essai. Pardon. Et si jamais il y a des questions que vous n'avez pas notées pour l'instant dans le chat, c'est le moment. Moi, j'en ai noté quelques-unes et j'en ai une aussi de Irvine tout à l'heure. Ah, que je salue, camarade Et Irvine, je oui. te salue. Donc Irvine demandait, est-ce qu'on a une approximation du niveau d'élévation des reliefs en fonction des courbes, donc des couleurs dans ta version? Alors la question elle avait été posée je crois sur peut-être la première moitié de ton diaporama. J'ai pas noté quelle diapositive. Alors, c'était sur la première carte du Silmarillion. En fait, il y a des courbes de niveau. Euh, Et donc, effectivement, ce qui est étonnant, ou en tout cas, donc Tolkien comment dire, a numéroté les lignes de niveau par des nombres et qui ne sont pas traduisibles en altitude. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas d'information. On n'a pas d'information. Tu vois, en fait, il a numéroté ces lignes de niveau 1, 2, 3, 4, 5, mais on ne sait pas à quelle altitude elles correspondent. Irvine répond, ok, dommage, smiley qui pleure. Ouais, alors ceci étant dit, moi je lui dirais à Erwin que quelque part, en fait, il y a une incompatibilité entre un relief dessiné en courbe de niveau et un relief dessiné en petite montagne. Malheureusement, il faut un peu choisir son camp, et donc c'est soit l'un soit l'autre. Donc bon, c'est Christopher qui a tranché finalement. Alors, Célébriane avait une question. Moi, ça me parle Oui. pas, mais toi, peut-être un peu plus. C'est peut-être un peu hors sujet, mais je ne sais plus si un des cartographes intra-univers existe, de la même façon que les récits sont attribués à divers auteurs, collecteurs de contes. Ah oui, alors ça c'est la question. Enfin, donc si je comprends bien la question, c'est la question des cartes extra-diégétiques ou C'est intra-diégétiques. exactement, ouais. Bah écoute, en ce qui concerne le Silmarillion, ou les cartes que j'ai montrées, clairement, je dirais qu'elles sont toutes extra-diégétiques, c'est-à-dire produites par l'auteur pour accompagner les cartes. Et, non, et donc elles ne sont pas issues des elfes, ou en tout cas à ma connaissance, je réfléchis, mais non, à ma connaissance, non, hein. Ok. Et même de manière générale, en dehors des cartes que tu as montrées, est-ce que tu as connaissance de quelque chose comme ça? D'un créateur intradiégétique, d'un cartographe intradiégétique en l'occurrence? Ah bah oui, l'exemple le plus flagrant, c'est la carte de Tror, ou de Ah bah Stror, oui. pardon pour la prononciation, mais du coup qui a été qui a été dessinée par les nains. C'est une carte au trésor en fait, où qui figure, si je me souviens bien, l'entrée en fait d'Erebor pour pouvoir pénétrer dans l'antre du dragon. Là, j'y avais même pas pensé, tu vois, c'est tellement évident que j'avais même pas celle-là en tête.
Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat ou pas? En attendant, moi j'en ai une à te poser, Simon. Oui. Alors, donc on a étudié un petit peu avec toi tout ce qui était cartes de la main de Tolkien, de la main de Christopher, etc. Une cartographe qui a travaillé aussi sur l'univers de l'auteur, c'est notamment Fonstad, qui avait Oui. fait des choix pour les différentes cartes qu'elle a réalisées. Est-ce que tu sais s'il y a des exemples de données qui divergent entre ce que Christopher a fait, ce que Tolkien a fait et ce que Fonstad a fait? Puisque, bon, à l'époque, elle avait du coup une partie des homes, mais pas forcément non plus Ah oui, oui. l'intégralité des données quand elle a commencé. Donc, est-ce que tu as notion de points de divergence, on va dire? Écoute, alors, le plus gros point que je vois, c'est là aussi, c'est le Tangour Dream. C'est-à-dire que dans la première édition de l'Atlas de la Terre du Milieu de Fonstad, en fait, elle a représenté le Tangour Dream comme trois petits cônes volcaniques. Je veux dire, trois petits cônes en relatif par rapport aux autres reliefs. Et puis ensuite, dans l'édition révisée de 1991, elle a franchement élargi les cônes. Et donc, tu as trois énormes sommets. Enfin, ça a vraiment pris de l'ampleur, quoi. Et donc là, clairement, je pense qu'elle a voulu euh, à la fois coller au texte et aux illustrations de la main de Tolkien qui montrent des cônes immenses et qui s'élèvent très haut dans le ciel. Euh, donc ça, c'est une claire divergence avec Christopher, puisque évidemment Christopher n'a pas dessiné le Tangour Dream. Oui, Mais pour le reste, en fait, elle est globalement très fidèle. Alors malgré tout, son problème, c'est qu'en fait, elle combine des toponymes issus de toutes les époques. Alors, tu me diras, je l'ai fait aussi, mais elle combine notamment des toponymes issus des contes perdus, donc ce qui est un peu plus problématique, quand même. Euh, donc ça veut dire qu'elle va, tu vois, oui. certains lieux enfin, ont les noms de lieux des contes perdus, donc c'est un peu plus problématique, oui. Oui, bah, elle a fait avec ce qu'elle avait aussi à l'époque, hein, ça venait de sortir, c'est normal qu'elle en ait pris compte aussi. Bah, en fait, quand elle a sorti son édition de 91, elle avait, je crois, jusqu'à Homme 9. Mm. Si je dis pas de bêtises, euh, oui, tu vois, donc elle avait quand Ouais. même, elle avait quand même de la ressource. Je crois que, excuse-moi, non, c'est Homme 11. Je crois que c'est le 12 elle a pas eu le 12. Puisque l'édition révisée de 91, c'est la dernière édition qui est parue, hein. Elle a pas refait d'autres. Je veux dire, l'Atlas de Fonstad n'a pas été révisé, donc Je crois que t'avais pas tout à fait tort quand tu disais plutôt jusqu'au 9. Parce que de tête, le 8 c'est 90. ouais, je pense Peut-être que c'est plutôt jusqu'au jusqu'au. 9 et encore le 9, j'ai un doute. Je suis pas sûre. Je me demande si c'est pas 92. Bon Bon, en bref, tout elle cas, a elle au moins eu les avait. 8 premiers, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr qu'elle a eu les 8 premiers, ouais. Alors, on a une autre question. Laori demande peut-être quelque chose qui m'a échappé, mais je ne comprends pas l'ajout de la forêt de Tao Im Duinas sur la deuxième carte du Silmarillion. Est-ce qu'il y a une explication là-dessus? J'ai l'impression que la forêt sort de nulle part et est immense. Ah oui, oui, bah, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, sur la deuxième carte, voilà, si je la remets, ça. Donc, je vais remettre la carte pour la discussion. Donc voilà la deuxième carte. Donc effectivement, en fait, sur cette carte originale de Tolkien n'apparaissaient pas les frontières, en tout cas la forêt de Thorim Dunas. Donc pour rappel, en fait, cette forêt, son nom signifie la forêt entre les deux fleuves. Et donc finalement, c'est Christopher Tolkien lui-même qui a inventé, mais bon, de manière raisonnée quand même, il a inventé les frontières de cette forêt qui existe dans le sud Beleriand, qui devrait se trouver ici. Donc à ma connaissance, en fait, il n'y a pas de tracé exact de la forêt, donc ça veut dire que Christopher a dû inventer le tracé, quoi. Ok. Ça répond à ta question, Laori, ça paraît un peu plus clair?
Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment ou jamais. Si quelqu'un a une question, qu'il s'exprime maintenant ou se taise à jamais. Alors, deuxième question qui arrive. Bon, il y en a une autre qui arrive. Moi, j'en ai une autre. J'en ai même plusieurs autres, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des éléments de cartographie sur lesquels tu as travaillé et sur lesquels des doutes semblent persister, notamment soit parce que tu n'as pas encore assez de données pour confirmer quelque chose que tu as avancé et donc tu l'as soulevé d'un point de vue hypothétique, soit comme Christopher et son père ne sont pas forcément d'accord sur un point, il y a toujours la question de est-ce que ça reviendra pas sur une future carte? Je sais pas si la question est très claire, mais... Bah, comme je t'ai dit, en fait, j'ai soulevé certains lièvres, c'est-à-dire que, en fait, certains toponymes devraient être changés pour correspondre aux volontés de Tolkien père. Enfin, aux volontés supposées qui transparaissent à travers les écrits publiés dans l'Histoire de la Terre du Milieu. C'est-à-dire que, par exemple, Teiglin devrait être transformé en Taeglin si on veut respecter Mm. euh, la volonté de Tolkien. Ça veut dire que moi, je parie, enfin, je dirais que dans quelques années, dans assez longtemps finalement, probablement, eh ben, la carte sera modifiée pour correspondre à à ces modifications. Donc il y en a quelques-unes, hein. Il y a notamment, comme je t'ai dit, le Gélion, qui devrait être en fait Dwindaer. Donc ça, c'est quand même étonnant, parce qu'on est habitué en fait à cette toponymie Gélion. Voilà, le Teglin qui devrait être Taeglin. Oui, ensuite pour te répondre, moi j'ai des questionnements sur en fait la façon dont la première carte du Silmarillion accompagne les textes. Pour l'instant, Mhm. c'est vraiment pas clair. Comme la première carte, elle est assez surchargée, je vais la remontrer pour faciliter la compréhension. Donc en fait, c'est une carte qui est compliquée, très surchargée de noms, de Ouais. personnages, etc. Donc euh, du coup, c'est difficile de comprendre la logique interne de la carte et surtout tu vois, sa correspondance, plutôt son histoire par rapport au texte. C'est la carte de Donc ça, Brocéliande, attention. mais tu ne serais pas bretonne Un petit peu. qui expliquerait cet amour de Brocéliande que tu as? Ouais, un peu quand même. Alors, une autre question. Irvine demande, et a-t-on la réponse? Peut-être. Est-ce qu'on pense qu'il reste des pépites en brouillon encore publiables en termes de cartes? C'est un peu ce dont on discutait tout à l'heure, mais... Voilà, bah, si je reviens sur les éléments déjà discutés, donc il y a les cartes qui ont, comment dire, dans les archives de Christopher Tolkien. Donc il doit y avoir 5 à 6 cartes qui n'ont pas été publiées encore, dont on n'a pas les originaux. Il y a aussi les deux extensions de la première carte, là, les extensions Est et Ouest, dont on n'a pas les originaux. Euh, voilà. Euh, et a priori, j'ai que ça qui me vient en tête. Voilà. Ok. Ça donne une idée quand même. Après, comme on disait, oui, rien ne dit qu'on ne les aura pas un jour. Ce serait plutôt bien d'y avoir accès. Comme ça, tu pourrais nous faire un deuxième essai sur les cartes du Silmarillion et édition C'est ça. 2030. Ouais, avec une barbe carrément beaucoup plus grande. En mode Il y aura une Gandalf. barbe Ce comme serait très ça. bien, franchement. Et le chapeau, hein. Ah oui, il y a le chapeau. Pas le chapeau, pas Gandalf. Ah tiens, moi j'ai encore une question par rapport à ton essai directement. Donc, Oui. bien que le Silmarillion ait été publié à titre posthume, on rappelle, Tolkien est décédé en 1973 et le Silmarillion c'est 1977. Est-ce que tu as consulté les lettres de Tolkien? En l'occurrence, je crois que tu y fais référence une fois pour ta grosse carte de fin sur son essai directement. Donc je suppose que oui. Et est-ce que tu as réussi du coup à en tirer des informations que tu n'avais pas sur les cartes restantes? Écoute, non. Alors les lettres, j'ai pas beaucoup tiré d'informations des lettres, hein, et alors d'autant plus que je n'ai pas, comment dire, la version étendue. Donc puisque récemment, en fait, il a été publié Mm. une version étendue des lettres avec l'ajout de nouvelles lettres. Donc clairement,
c'est une source que j'ai pas pris en compte, mais je pense qu'il y a peu d'éléments. Mais bon, c'est à fouiller comme le reste, oui, c'est à fouiller ça. Oui. Bah, peut-être que ce J'ai- sera ça finalement, Ouais. les cartes Du du coup, j'ai Silmarillion 2.0. du coup, j'ai bien répondu à ta question, Oui, 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 c'est ce à quoi je c'est ça, m'attendais. d'accord. Et du coup, ce serait intéressant de voir ce que tu pourrais trouver dans la version étendue des lettres, si on veut dire. Je l'ai toujours pas acheté non plus, mais il doit peut-être qu'il y a des choses dedans. Faudrait regarder. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai Iwea qui pose surtout des questions plus de lore. Après, on peut toujours en parler, même si c'est un petit peu... Il y a Bergelmir qui répond à tout. C'est parfait. Ah oui, ça y est, j'en ai. Pourquoi est-ce que Ossiriande, considérée comme une région boisée, en tout cas par les elfes verts, il n'y a jamais aucune forêt représentée? Est-ce l'absence de nom ou est-ce qu'on doit considérer Tor Imduinas comme faisant partie d'Ossiriande et donc sa principale forêt? Oh bah ça c'est intéressant comme remarque. Euh, oui, c'est vrai. En fait, comment dire, Tolkien était familier des représentations de forêt, c'est-à-dire que comment dire, je remets la première carte, donc comment dire, il n'hésitait pas à représenter les massifs forestiers par voilà, des petits symboles d'arbres. Et donc c'est vrai que c'est d'autant plus étonnant qu'il n'ait pas représenté de forêt en Ossiriande. Donc je remets la deuxième carte du Silmarillion. Donc clairement, effectivement, l'Ossiriande qui est un territoire vraiment forestier, bah là il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres. Et pareil pour Thorim Dunas, oui, ça c'est vrai. C'est exact. Donc ça veut dire que là aussi, Christopher a dû faire le pari en fait d'extrapoler quoi, finalement de dessiner de manière raisonnable pour représenter ce territoire très boisé. Effectivement, oui, oui, oui. C'est intéressant aussi ça comme... Ouais. Et par ailleurs, rien n'indique que Tolkien ait vraiment dessiné de la forêt ici. Je veux dire, il n'y a pas de crayonné, il n'y a rien quoi. On n'a pas de preuves physiques supplémentaires. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Moi j'en ai encore plein. Oh là là. Si, on peut aussi mettre un point final à ça. En vrai non, je crois que j'arrive presque au bout. Ok. Ouais, non, j'arrive presque au bout. Est-ce qu'il y a un élément en particulier sur lequel tu as apprécié travailler lors de la rédaction de ton essai? Que ce soit une carte en particulier, une édition de bouquin que tu as étudié du coup pour ce faire, une recherche en particulier sur laquelle tu as été content de faire une petite découverte ou quelque chose comme ça? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Et alors du coup, oui, ah oui, alors oui, il y a une mini découverte que j'étais content de faire. C'est de découvrir qu'en fait Tolkien ne sait pas dessiner les falaises. Bon, bah, peut-être ça paraît pas bizarre ce que je vais dire, mais effectivement Tolkien ne sait pas dessiner les falaises, donc en fait il dessine les falaises par des petites collines. Donc ce qui fait que c'est un peu troublant, c'est-à-dire qu'on a du mal à différencier les vrais massifs montagneux des falaises. Et la preuve que j'ai trouvée, c'est en Nébraste. Donc en fait, le Nébraste, c'est la région côtière qui se trouve au nord, au nord-ouest là, du Beleriand, et donc qui est bordée de falaises. En fait, on voit très bien ces petites montagnes qui sont en fait des falaises. Voilà, donc ça, c'était ma petite découverte. Ah, d'accord, ok. Et je crois d'ailleurs que bah, Christopher, c'est pareil, même combat, en fait, il ne sait pas non plus dessiner les falaises, donc il a dessiné lui aussi des petites collines. Par ailleurs, donc dans l'atlas, dans la traduction de l'atlas de Fonstad en français, l'illustrateur qui s'appelle Stéphane Arson, par contre, lui, il a bien fait des falaises, hein. Il a essayé, et ça c'est très intéressant, de bien représenter des falaises, des jolies falaises. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve cette représentation en petite colline, on la retrouve dans le Ladros, c'est-à-dire que c'est cette région qui est ici, là, au Mhm. nord-ouest euh, au nord-est, excuse-moi, du Dortognan, là, ici. Donc on peut supposer que c'est un terrain, enfin, avec un fort dénivelé, bon, pas des falaises, mais quand même un dénivelé assez fort.
Et alors c'est pareil pour la rupture de terrain en fait qui existe entre Nargothrond et Amon-Ereb. En fait, tu as comment dire le Beleriand en fait il est partagé quasiment en deux, nord-sud. Tu as en fait l'exemple type c'est le Sirion quand il coule en fait il passe à travers un massif montagneux puis il tombe en fait il y a des falaises, il y a des excuse-moi des, des waterfalls, enfin des cascades, oui, voilà. Oui, des cascades, ouais. Enfin, voilà, des chutes, quoi. Il y a des cascades des chutes parce que, en fait, tu as une chute de terrain assez importante entre le nord Beleriand et le sud Beleriand. Et là aussi, Tolkien, en fait, on le voit pas très bien ici, mais il a représenté des petites collines pour signifier cette chute abrupte de terrain entre le nord et le sud. D'accord, Euh, ok. et donc, c'est ce qu'a fait aussi Christopher. En fait, il a représenté une petite chaîne de collines pour représenter cette chute de terrain. Et pourquoi pas le Donc faire voilà, avec des courbes de niveau dans ce cas-là? Parce que c'est pas une carte adaptée pour ou... Ah oui, tu me fais penser à un truc, c'est que... Alors moi, je pense que c'est pas adapté, parce que, euh, en fait, comment dire, Tolkien, en fait, comment dire, les courbes de niveau, en général, tu les mets pour des régions proches, enfin... euh, si tu veux, il faut bien se rendre compte que cette carte-là, la deuxième carte du Silmarillion, elle couvre une zone quasiment de la taille de la France. Mhm. Donc la question, c'est, tu vois, les courbes de niveau, est-ce que ça va vraiment te renseigner sur le relief? Alors oui, tu me diras oui, mais je veux dire, est-ce que ça vaut le coup de dessiner des courbes de niveau dans une zone de la taille de la France? Alors Oui, que, en fait, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus intéressant sur des zones très, très petites, réduite. ou plus petites, en fait. Euh, tu vois, où en fait, les courbes de niveau, elles sont très légitimes dans, par exemple, les zones de combat. Donc la carte du Seigneur Azano en courbe de niveau, qui est la carte du Rohan Gondor Mordor, en fait, elle est très très justifiée parce que c'est la zone qui correspond à, tu vois, comment dire, où les personnages, enfin, se croisent, s'entrecroisent, où il y a des guerres. Donc c'est vraiment une carte, on pourrait dire, de combat, quoi. Euh, donc tu vois, finalement, il faut adapter la représentation de la carte avec ce que tu veux représenter quelque part, hein. Ouais, ok, je vois exactement ce que tu veux dire. Ouais, tu vois l'idée, en fait, Ouais, les courbes de niveau sont pas, pour moi en tout cas, sont pas adaptées c'est trop à large. une zone, ouais, à une zone de la Mm. taille de la France. Ouais, parce que sinon t'en mettrais absolument partout, en fait. Oui, puis ça deviendra vite illisible. Euh, c'est ce qu'a fait. Ah bah, t'as un bon exemple dans l'Atlas de Strachey, justement, de Barbara Strachey, qui s'appelle Mhm. Journey, enfin les voyages, pardon, les voyages de De Frodo, Frodo. où effectivement elle a pris le parti de mettre des lignes de niveau partout. Bon, c'est intéressant, mais ça rend le relief moins lisible du coup. Oui. Mm. Moi, enfin, je trouve, hein. Après, on peut être habitué ou non mais les montagnes, en fait, si tu veux, c'est quand même c'est immédiat. C'est-à-dire que c'est une représentation qui est vraiment facile à lire, à décoder. Et c'est souvent les cartes pour des livres jeunesse, en fait, qui ont ce type de représentation parce que c'est facile à lire, facile à comprendre, quoi. Oui, t'as pas besoin de mettre autant de détails sur un livre jeunesse que tu en mettrais sur un livre comme le Silmarillion, par exemple. Enfin, sur des cartes de cette échelle-là, en tout cas. En fait, ce que j'avais montré, c'est que comment dire, Tolkien n'est pas le premier à avoir fait des cartes de fantasy comme on les connaît aujourd'hui. Mhm. Il y a eu des prédécesseurs en fait. Et ces prédécesseurs, ils avaient déjà cette idée de carte avec des petites montagnes. Moi, je pense notamment au roman de William Morris. Après, il y avait Edison aussi. Et donc, dans leurs livres, en fait, tu retrouves des cartes du même type que celles du Seigneur des Anneaux. Oui, t'en avais Donc, parlé, ouais. ouais, ouais, c'est ça. Mais même à l'époque de Tolkien, ça veut dire que la cartographie de fantasy avait déjà un socle bien affirmé, en fait, une représentation de type, quoi. Et donc, comment dire? Ils s'en sont inspirés. Après, on peut pas nier la réussite magistrale de Christopher dans son dessin, mais tu vois, ils se sont inspirés aussi des représentations déjà bien en place, quoi. Oui. Ça ouvre parfaitement le sujet aussi parce que
La BNF organise notamment une exposition dédiée aux cartes imaginaires. Bah là, ça a commencé la semaine dernière, je crois, et c'est jusqu'à mi-juillet, justement sur les cartes imaginaires. Et il va se tenir un cycle de conférences aussi, notamment, pour détailler un petit peu tout ça. Donc, si jamais il y a des Parisiens ou des gens qui vont à Paris d'ici le mois de juillet, vous pouvez regarder un peu la BNF sur ce genre de sujet si la cartographie vous passionne. Je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. Oui, moi j'irai y faire un tour, c'est sûr. Comme c'est surprenant. Alors, il y avait une question, mais alors attends, je crois qu'elle a été un peu diluée. Célébrienne, elle demandait: existe-t-il des cartes d'autres zones qui auraient été étudiées comme Valinor ou au hasard Tolerecea? Quand je dis question diluée, c'est parce qu'il y a eu plein de gens qui ont répondu entre temps, etc. Et c'est Célébrienne a Oui, dit faisons-lui faire la liste. Donc vas-y. non, en fait, ce que j'ai mis, ce que je n'ai pas inclus dans ce travail, qui pour moi me semble à part, ce sont les cartes de l'Embarcanta. En fait, l'Embarcanta, c'est un texte qui a été publié donc, dans la formation de la Terre du Milieu, en fait, Mhm. et c'est un texte qui contient plusieurs diagrammes, et notamment des cartes, donc des diagrammes géographiques et des cartes, et donc et donc dans ces cartes, voilà, on a des représentations de la Terre, de Arda, de Valinor, etc. Mais clairement, je les ai pas incluses dans ce travail, parce Ah, que je me suis focalisé sur le Silmarillion et les cartes associées. les cartes de l'Embarcanta, c'est presque enfin, ça mériterait presque son propre sujet, vu que t'en as quand même Mm. plusieurs sur l'évolution de la forme d'Arda aussi à cette Oui, époque-là. c'est ça. Et surtout, je sais pas comment elles s'articulent exactement. En fait, maintenant, je commence à avoir plutôt une bonne idée de la façon dont les cartes des romans s'articulent. Euh, ça a été beaucoup de travail, en fait, de détails, mais pour l'embarquement, j'ai pas pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée précise. Enfin, ouais, j'ai plutôt peur de dire des bêtises. En fait, je- Fonstad, le pari de Fonstad, en fait, ça a été dans son atlas de tout fusionner, quoi. Et bon, je sais pas. Tu vois, c'est une approche intéressante, mais bon, c'est pas tout à fait la mienne où j'étudie vraiment, j'essaie de comprendre les liens exacts entre les cartes, quoi. Bon. Oui, Oui, et alors ces donc, cartes sont assez oui, intéressantes aussi, mais l'approche n'est pas la même, la période n'est pas la même, les infos sont pas les mêmes non plus, donc c'est vrai que peut-être que si elle devait le refaire maintenant, ça n'arrivera évidemment pas, hein, euh, peut-être qu'elle s'y prendrait pas de la même manière. mm, oui, ça c'est vrai, exact. T'allais rajouter quelque chose? Comment t'as su? Oui, alors, non, ce que je voulais dire, c'est que je crois me souvenir que, en fait, dans l'édition française, ils avaient pas du tout le droit, par exemple, de retoucher les cartes ou, tu vois, enfin, ils pouvaient pas corriger les défauts parce que l'Atlas de Fronstadt, qui est très très bien, malgré tout, il a quelques défauts. Euh, euh, Tu vois, il a quelques défauts et malheureusement, ils ont pas pu, enfin, on peut pas toucher à ces défauts. Enfin, Tu parles ils ont des pas pu. corrections de la Voilà, de tasse la de tasse de Fronstad. Fonstad. Pourtant, Donc la tasse de Fonstad. Ouais, il y a eu pas mal de corrections pourtant dans l'édition française par rapport à l'édition originale. Il y a eu des corrections ouais, de mais fait. ah oui, il y a des corrections, mais Ouais. si tu veux, il y a des choses assez, des gros défauts qu'on connaît, qui sont connus, malheureusement, qui ne pourront pas être corrigés, oui. Et je pense notamment, il y a un gros problème, c'est alors c'est un problème qu'avait mis en évidence Didier Willis, où tu as un problème de latitude en fait entre la carte du Beleriand chez Fonstad et la carte de l'Eriador. Enfin, il y a vraiment, je crois, il y a 100 miles d'écart où il y a un vrai problème. Mais du coup, ça fausse complètement ces cartes, hein, donc, enfin, complètement, en partie en tout cas. Je- Alors, Voilà, il y a c'était ça que je voulais dire. Bergelmir qui dit que c'est une volonté éditoriale, le fait de pas tout corriger, en l'occurrence. Ah d'accord, ok, pardon. Donc ok. Après, c'est des éléments que tu peux pas savoir, donc... Parce que j'avais écouté attentivement Stéphane Arson, il me semblait que qu'il avait dit, mais bon, je peux me tromper effectivement. ça vaudrait le coup de reposer la question quand même. Bon, on a le temps peut-être pour une dernière question, si quelqu'un en a une. Allez, la dernière. La dernière, la dernière. Est-ce que quelqu'un a une question?
Allez, Irvine, peut-être une dernière? Alors, Irvine, il s'est éclipsé. Donc, ce sera pas Irvine. Tac, tac, tac. Où est-ce que moi, j'en ai une dernière? Je Allez, réfléchis. je pense que t'as gardé la plus difficile pour la fin, non? Non, je crois que j'ai Ah, tout posé. Et puis en plus, le problème, c'est que tu as répondu à pas mal de questions aussi en plein milieu. J'en avais préparé. Et au fur et à mesure que tu déroulais, je disais ah, c'est bon, ça c'est coché. Ah, ça c'est coché aussi. Donc, non, ça les réduit un petit peu. Bergelmir, est-ce que tu as une question? Ou Faustéa, parce que j'ai vu que Faustéa, elle est par là aussi. Coucou, si t'as une question. Quelqu'un a une question. On en profite pour une petite dernière. bon, écoute, s'il n'y a plus de questions, c'est comme ça, hein. On va finir par tant pis, on finira sur le mot de la fin du coup. En tout cas, Simon, Du coup, merci oui, beaucoup d'être venu ce soir pour nous présenter cet essai qui était quand même assez conséquent. En tout cas, tu as les remerciements unanimes du chat de ce que j'ai vu, etc. Les gens sont vraiment ravis de ta présentation. Visiblement, c'était assez clair pour que tout le monde comprenne. Donc, franchement, merci beaucoup en tout cas pour ce travail et pour avoir bien accepté de venir le présenter aussi en live. oui, c'est gentil, merci, merci à toi et merci à tout le monde. Et Alors, à très bientôt. si jamais vous n'avez pas eu le temps de voir l'intégralité de ce live, si jamais il y a besoin, tout sera en rediffusion très prochainement sur la chaîne YouTube de Tolkien Deal. Donc pas de panique. Pareil, s'il y a des morceaux que vous avez loupés, vous avez décroché, vous êtes parti faire autre chose, il y aura la rediffusion qui durera 2 heures du coup. On voulait durer moins, mais ça a duré 2 heures, c'est pas grave. Voilà. Eh bien, à la prochaine tout le monde et bonne Merci. soirée. Allez, bonne soirée, bonne nuit à tout le monde.